Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais lancer un nouveau format. Je voudrais interviewer des senpai, d'autres personnes qui apprennent le japonais comme moi et qui ont pas mal d'expérience là-dedans, qui vont peut-être pouvoir apporter des conseils intéressants pour les débutants, voire même les moins débutants. Et j'ai décidé de commencer ce format avec Laurent. Laurent que vous connaissez peut-être si vous regardez mes live let's play, puisque il m'aide pendant les let's play. Il fait même certaines des voix des personnages dans Phoenix Wright, dans lequel on joue, auquel on joue en ce moment. Et donc c'était parfait pour une première personne à interviewer, un premier senpai que je vais interviewer aujourd'hui. Et du coup, Laurent, bonjour déjà. Bonjour Didier, merci de m'accueillir pour la toute première vidéo de ce nouveau format. C'est un grand plaisir. Et du coup, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Et déjà, est-ce que tu peux te présenter succinctement? Voilà, moi c'est Laurent. Voilà, j'ai appris le japonais il y a déjà pas mal de temps. On va en reparler, je suppose, au cours de l'interview. Je suis passionné par le Japon. J'y suis déjà allé plusieurs fois. Et voilà, et j'essaye depuis quelques temps là, d'en faire mon métier, donc de traduire vraiment dans un cadre professionnel. D'accord, ça c'est oui, c'est hyper intéressant. On pourra en parler effectivement aussi sur la partie traduction et tout ce que ça implique. Et du coup, sur l'apprentissage du japonais, alors qu'est-ce qui a été un peu le déclencheur? Qu'est-ce qui t'a motivé à commencer à apprendre le japonais? Alors, mon entrée dans le japonais, c'était, je pense, ça remonte au lycée. Et en fait, c'est avec la découverte des jeux vidéo. En fait, je me suis mis à jouer aux jeux vidéo assez tard. euh, Parce que chez nous, voilà, mes parents étaient assez stricts. On avait la télé, c'était vraiment extrêmement limité. Alors ne parlons pas des jeux vidéo. Et en fait, je me suis fait un groupe d'amis au lycée ils m'ont fait découvrir les jeux vidéo. Donc j'ai découvert vraiment avec la Nintendo 64. Voilà, mon premier jeu, un Mario 64. Grand classique. Et puis très vite, je me suis... en fait, ce qui m'a intéressé, c'est plutôt les jeux rétro. Hmm. Euh, le, Notamment, vraiment, j'avais une super amie qui jouait, qui était à fond dans les jeux vidéo, mais elle depuis vraiment la toute petite enfance, et elle avait la NES, la Super NES et tout. Et en fait, les jeux Super NES, c'est vraiment ce qui m'a intéressé. Et, euh, et en parallèle, je lisais un magazine que voilà, les plus anciens, les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, comme on dit, qui s'appelait Gameplay RPG. Je sais pas si ça te... Non, je t'avoue que j'ai pas connu. Peut-être si j'étais un tout petit peu après, effectivement. C'était vers quelles années à peu près? Donc c'était ouais, 98. Ah j'aurais pu connaître alors, ouais. Mais je me souviens pas. Voilà. En fait, c'était le premier magazine qui était vraiment consacré au RPG. Et moi, c'était vraiment le genre qui m'avait plu, hein. J'avais découvert donc bien sûr Zelda et aussi FF7 et même le 8, je crois que c'était déjà à l'époque. FF8, ouais, oui, oui, qui était sorti en 98, il me semble, ouais. Ouais. Et c'est hyper intéressant parce que moi j'ai un peu aussi découvert les RPG à la même époque. En fait, il faut dire qu'en France, on avait très très peu de RPG japonais, enfin même de RPG tout court, à moins d'avoir des ordinateurs, avoir des RPG plus style, comment dire, Donjons et Dragons. Et c'est vrai que j'ai eu ce même, peut-être un peu comme toi, Final Fantasy VII, c'était la révélation, quoi. C'était le premier vrai RPG japonais qui arrivait en France. Il y en avait un sur Game Boy aussi auquel j'avais pu jouer, un Final Fantasy Adventure. C'est la série des sagas, donc qui est aussi de Squaresoft. Mais c'est vrai que c'était le premier vrai gros RPG japonais. C'était une énorme claque à l'époque. Et je comprends effectivement que t'es dévoré en fait tout ce nouvel univers des RPG. Moi j'avais joué aux jeux vidéo, du coup j'avais déjà des consoles de jeux quelques années avant ça, mais il n'y avait pas de RPG hein, sur Super NES, sur Game Boy, en version européenne bien sûr, hein, parce que je jouais que à des jeux européens, j'avais pas des jeux en import. C'était quelque chose qui n'existait pas du tout. Et donc c'est vrai qu'il y a une grosse découverte. Et j'ai eu un peu comme toi le côté jeu rétro aussi qui m'a un peu mordu. Un peu plus tard, plutôt dans les années 2000. Donc c'était avec des collègues. J'étais en IUT à l'époque et je suis plongé pareil aussi dedans, surtout les jeux rétro. Et je pense, pour faire le lien un peu avec ce que tu disais aussi, la connexion avec le japonais, c'est là que j'ai découvert avec les jeux rétro que tu avais des jeux qui étaient pas traduits. Tu avais des jeux qui étaient traduits par les amateurs, donc
tu avais la ROM et qui est Super NES, et tu avais le patch qu'il fallait appliquer pour avoir une traduction amateur, souvent en anglais, parfois en français. Et c'est vrai que ça m'a aussi un petit peu. Je me dis, ah oui, tiens, quand même, tous ces jeux-là, c'est mine de rien, c'est des jeux japonais. J'avais pas forcément réalisé qu'il y avait, voilà, c'était pas les mêmes genres de jeux que ce qu'on pouvait avoir. Parfois, les jeux plutôt d'origine américaine. Voilà. Il y avait quelque chose de spécifiquement japonais là-dedans. Ouais. Exactement. Et d'ailleurs, parmi il y avait, enfin, la Super NES avait quand même finalement pas mal de RPG, en tout cas par rapport à la Nintendo 64, puisque moi, c'est la seule Ouais. console que j'avais à l'époque, hein, que mes parents avaient fini par céder, voilà, enfin, je m'étais acheté avec mon argent de poche. Et, euh, et justement, j'avais découvert donc les rares RPG qui se faisaient sur Super NES, donc Secret of Mana, Secret of Evermore. Alors, par Euh, contre, du coup, tu les avais en. Ça, c'était en émulation ou c'était en import Non, non, c'était ma copine, enfin c'était une Ah oui. amie, hein, mais elle m'avait passé, en fait, elle avait tous ces jeux-là. Et elle avait aussi des jeux en import. Et c'est là que j'ai découvert Chrono Trigger euh, et d'autres encore. Hmm. Et justement, voilà, je me suis dit, j'ai commencé en fait à collectionner ces jeux Super NES. Et je me suis rendu compte avec Gameplay RPG qu'il y avait plein de jeux qui n'étaient pas sortis en dehors du Japon, des super RPG, par exemple Star Ocean, le premier du nom. Hmm. Il y avait quoi d'autre encore? Bahamut Lagoon, enfin tous Ah ces oui, il y en avait jeux-là, plein, ouais, voilà, ouais, ouais, voilà, ouais. qui étaient vraiment la suite de Secret of Mana, Seiken Densetsu 3. Mhm. Pareil, hein, vraiment un jeu magnifique et qui n'est jamais sorti, même pas aux États-Unis. Et en fait, voilà, j'ai commencé à collectionner. Je payais des blindes, vraiment, tout mon argent, tout mon argent que je Ouais. gagnais pendant l'été partait dans les jeux import. Que je commandais dans des boutiques à Paris qui se gavaient au passage. Enfin bref, voilà, rétrospectivement, j'étais un bon mouton, quoi. Je me suis bien fait arnaquer là-dessus. Alors, c'est vrai que comme il y avait l'émulation après qui est arrivée, bon, c'est sûr que ça donnait un moyen plus facile d'accéder à tous ces jeux-là, en tout cas de les découvrir. Ouais. C'est ça. Et puis avec la démocratisation d'Internet, le prix des jeux import a Ouais. vraiment littéralement été divisé par deux ou par trois. Et du coup, je m'étais juré à l'époque, je me suis dit, voilà, je les achète, mais je les achète pas juste pour la collection, je veux y jouer, donc en japonais, et donc je me suis juré voilà, je vais apprendre le japonais, et comme ça, je pourrai jouer à tous ces jeux que j'ai dans ma collection, quoi. C'était un peu ça l'idée. Et du coup, c'est à partir de là que je me suis orienté vers une fac de japonais, en fait. L'année suivante, j'ai déménagé, j'étais dans le sud de la France et je suis allé à Strasbourg où j'ai des attaches et puis j'ai fait une fac de japonais. Intéressant. Donc voilà, la première motivation du jeu, l'envie de pouvoir découvrir ces jeux en VO jusqu'à du coup ce parcours-là. Est-ce que tu avais quand même commencé aussi à apprendre un peu par toi-même? Est-ce que tu avais Alors c'était peut-être aussi plus compliqué à l'époque parce qu'il y a moins de choses aussi sur Internet. Qu'est-ce que tu avais utilisé comme ressource avant d'arriver à la fac de japonais? Alors, je pourrais plus te dire le nom du site. Je me rappelle que c'était juste un site de dictionnaire de kanji en fait, et qu'on pouvait chercher. Je me rappelle les kanji s'affichaient en rouge, il y avait toute une liste et on pouvait cliquer dessus quoi, et il y avait un peu le détail comment tracer le kanji. Et en fait, j'avais surtout appris les kanas parce que voilà, on m'avait dit que mec, quand tu vas rentrer en fac de japonais, ça va aller super vite. Donc prends un peu d'avance, apprends au moins les syllabaires quoi. Et donc c'est ce que j'avais fait en fait. Dernière année de lycée, en terminale, voilà, chez moi, je m'entraînais à écrire des syllabaires. Et puis un petit peu des kanji. En fait, j'écrivais le nom de mes jeux préférés, je recopiais sur la boîte en fait, sans savoir Ah, l'ordre des génial. traits ni rien du tout. Hein, tu vois, c'était un peu à l'arrache comme ça. J'aime beaucoup ce côté effectivement un peu, comment dire, naïf, où tu te lances dedans sans vraiment le savoir le faire correctement, mais t'y vas à fond, t'es passionné. Enfin, j'apprécie tout à fait cette démarche. Et bien évidemment, après, tu découvres que tu as fait plein d'erreurs. Moi, j'ai eu ça, alors, sur un point parallèle, j'ai eu ça sur la programmation. J'ai appris à développer vraiment par moi-même quand j'étais au lycée.
Et bon, il y avait quand même des ressources sur Internet, mais je me suis rendu compte après coup en faisant des études que je faisais les trucs, mais parfois de manière très très, comment dire, n'importe comment. Donc je vois tout à fait cette démarche du passionné qui, voilà, qui fonce dedans, il fonce dans le tas, même s'il fait les trucs sans Ah le ouais, 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 savoir mais complètement, hein. incorrectement, ouais. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé des notes que j'avais prises justement au lycée, enfin des caractères que je m'amusais à tracer, et je les ai revus. Je devais être en fin d'année de licence et tout. J'ai revu ça, j'étais waouh, ah ouais, sérieusement. Enfin, ça ressemblait à rien, quoi. Je veux dire, les caractères, c'était, on aurait dit un enfant qui dessinait, quoi. Et ouais, c'était pas mal. Ouais. Ah oui, juste avant ça, je crois qu'on m'avait offert la méthode Assimile avant que je commence la fac. Ah, c'est une bonne ressource ça aussi, ouais, ouais, ça peut être très utile, Ouais, bien sûr. alors je ne conseillerais pas la méthode Assimile, mais bon, Ah, euh, voilà. À l'époque, c'est peut-être une des deux seules méthodes avec le japonais en 60 leçons, je crois que c'était ça. Il y avait que hmm. ça, hein, sur le marché, hein. Clairement, il y avait vraiment, avant les années 2000, c'était morte pleine, quoi. Et ouais, donc ouais, j'avais commencé et j'avais fait ouais, une dizaine de leçons. Et puis d'un coup, en fait, c'était assez simple. Et d'un coup, le niveau montait de fou, quoi. Et c'était vraiment, on comprenait pas, quoi. Euh, Ouais, et en plus, ça doit être très, comment dire, occidentalisé dans les explications, dans la grammaire. Enfin, je pense, hein, les mêmes défauts qu'on retrouve dans les manuels de langue encore aujourd'hui. ouais, mais bizarrement, c'était Jacqueline Pigeot, je crois, qui faisait la méthode Assimile. Bon, je crois qu'elle a été remaniée après, il y a quelqu'un d'autre qui s'y est mis. Hmm. Mais c'était une très grande japonologue et enfin, je suis un peu déçu qu'elle ait fait une méthode comme ça, si peu finalement Hmm. abordable. Voilà, alors que c'est quelqu'un qui vraiment maîtrise le japonais parfaitement. Elle a écrit aussi un manuel de langue classique, donc pour pouvoir Ah lire oui. des textes du Moyen Âge ou quoi. Donc elle est vraiment, elle est calée, quoi. Mais Hmm. Ah ouais. Alors du coup, ensuite tu as fait cette vague de japonais. Alors est-ce que tu peux expliquer d'abord un peu plus le contenu en fait, hein, quel genre de formation c'était, en quoi ça consistait? J'imagine que ça a pu changer aussi peut-être depuis l'époque, mais bon voilà, expliquer un peu en quoi ça consistait. Et après, un peu plus toi, ton ressenti personnel, est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Les points positifs, aussi les points négatifs, les choses que ça ne t'a pas apporté et que tu as dû aller chercher ailleurs. donc ouais, alors donc j'ai fait la fac de japonais. Donc c'est licence LLCE, hein, c'est-à-dire c'est langue et culture. Donc c'était vraiment, on faisait que du japonais. Il y avait bien quelques options qu'on pouvait choisir en plus, mais le gros c'était euh, ben, grammaire, traduction, littérature, histoire de la Hmm. littérature, histoire aussi tout court, et puis économie, quoi. Ah, Voilà. même l'économie, waouh. Ouais. Ouais. Enfin, c'est un grand mot, hein. Le cours d'économie consistait à traduire un manuel d'introduction à l'économie, euh, donc, qui était en japonais, et il fallait le traduire en français, donc ça faisait en même temps un cours de traduction. Et après, on devait apprendre le Hmm. contenu de ce qu'on avait traduit, quoi. Ah d'accord. C'était pas, Ouais, voilà, c'était une autre façon de faire du japonais aussi, mais c'était bon. pas super passionnant, mais j'aimais bien parce que c'était finalement euh, comment dire, la langue japonaise la plus actuelle qu'on avait à traduire. Parce que le livre d'histoire, c'était encore plus, tu vois, c'est fait vraiment vieux, quoi. C'est du Hmm. japonais vraiment écrit et Ah tout. oui, Et, hyper intéressant, ouais. 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 Et c'est là où je voulais en venir, justement, c'est bah, la fac, en fait, ça t'apporte vraiment des bases énormes, enfin, plus que des bases, quoi. Ça t'apporte vraiment un aperçu total de la langue au niveau écrit. Euh, pour te dire, les hiragana et les katakana, en 2 semaines, c'était bâclé, quoi. Donc, avec Ah la oui. fac, une semaine, on devait apprendre les hiragana, une semaine les katakana. Et après, tout de suite, on se lançait dans des leçons avec des kanji et tout. Et les kanji, on avait aussi une liste à apprendre pour chaque séance. Enfin, c'était assez intensif, quoi. Mais C'est intéressant, ça ressemble un peu à un cours collectif de japonais, moi, les expériences que j'ai pu avoir, mais en version beaucoup plus accélérée finalement. En version ouais, beaucoup plus intense, parce que tu fais ça à plein temps finalement. c'est ça. Et puis, bon, à l'époque, on n'était pas encore trop nombreux. Quand j'étais en première année, on était une cinquantaine d'étudiants. Euh, j'ai appris quelques années plus tard qu'en première année, ils avaient dû faire 2 cours en amphi séparés parce qu'il n'y avait pas assez de place. Il devait y avoir 200 étudiants, quoi. Ah oui, Et maintenant, peut-être il même y a eu un encore petit plus. boom du japonais entre temps, Ouais, ouais. ouais, il Ouais. y a eu un petit boom du japonais entre quand j'ai commencé et puis 2, 3 ans plus tard. Ouais. Ouais.
Et donc voilà, je sais plus, j'ai un peu perdu le fil. Après, du coup, sur la partie plus, voilà, qu'est-ce que ça a pu t'apporter? Donc, je comprends effectivement les bases, ça c'est sûr. Je sais qu'on avait déjà discuté un peu ensemble, il y avait toute la partie japonais plus, comment dire, littéraire ou ancien, et qui a des avantages et des inconvénients. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que ça a pu t'apporter de manière positive et peut-être aussi les aspects négatifs d'étudier ce genre de contenu-là? Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que l'écrit, vraiment, on était au taquet sur l'écrit, sur la traduction, la compréhension. Mais par contre, tout ce qui était oral et production, c'était vraiment totalement zappé. Euh, il faut comprendre que la fac, euh, comment dire, ils forment des étudiants pour mener des recherches, pour servir finalement le prestige de la fac. Je schématise un petit peu, mais c'est ça. Ouais. Donc, eux, leur intérêt, c'est que vraiment qu'on puisse comprendre du japonais écrit pour mener des recherches après en master, etc. Et pas du tout pour qu'on parle, qu'on soit fluente en japonais et tout. Finalement, ça les intéressait pas. Et C'est intéressant parce que ça peut être un peu contre-intuitif de dire, bah, finalement, si tu es capable de lire du japonais littéraire, c'est que forcément, tu dois pouvoir comprendre le japonais, voire même le parler, alors qu'en fait, c'est pas aussi simple que ça. Et non, 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 ouais, oui, voilà, c'est ça. C'est dire que tu peux vraiment, tu peux aborder la langue, soit comme ça se fait de plus en plus, en écoutant du japonais, du véritable japonais, et vraiment en essayant de s'immerger, de s'imprégner dans la langue, ou alors tu peux avoir une approche totalement différente, c'est-à-dire plutôt basée sur l'écrit. Tu commences à apprendre les hiragana, les katakana, et tu commences à lire des textes, ou à lire des dialogues, et donc du coup là, voilà, c'est une approche de l'écrit, quoi. Donc ça peut être intéressant aussi. En fait, j'ai longtemps dénigré ma formation à la fac en disant, j'en parlerai plus tard, mais quand je suis arrivé au Japon, je comprenais rien à ce qu'on me racontait, quoi. Alors que j'avais fait une licence et j'avais fait une première année de master. Mais en fait, la fac, ça t'apporte quand même, enfin, au niveau de l'écrit, tu te rends compte, tu vois, que tu as vraiment un bagage. Enfin, je veux Hmm. dire, quand tu vois un texte et tout, t'as pas besoin sans cesse d'avoir l'Ikai-chan ou enfin, Ouais. d'avoir une aide pour lire les kanji, par exemple. Ça, c'est vraiment appréciable, quoi. Mais j'ai mis du temps à l'apprécier, quoi. Pendant Ouais. longtemps, j'étais vénère. Je dis, punaise, mais pourquoi j'ai fait cette formation? J'aurais pu parler couramment si j'avais passé plutôt du temps à écouter de l'oral et à pratiquer l'oral. Mais voilà, finalement, la fac, c'est pas mal pour ça, quoi. Ça te donne vraiment une base, puis aussi un rythme de travail. Voilà. Ouais, et t'as raison, la partie aussi méthode enfin, et comment dire, plutôt cadre et rythme est très importante. Moi, c'est quelque chose aussi que j'ai réalisé quand j'ai essayé de faire les cours collectifs de japonais. Avant, j'avais toujours appris en autodidacte. Je me suis rendu compte qu'en fait, bah, alors pour moi personnellement, j'arrivais à me motiver tout seul, mais pour pas mal de personnes, en fait, c'était très difficile de progresser, de faire des choses régulièrement, sans avoir un cadre, sans avoir un rendez-vous où tu sais que toutes les semaines, tu vas faire ton cours de japonais, on va corriger l'exercice que tu as dû faire, donc il faut que tu sois au taquet, il faut que tu apprennes des trucs. Et je pense pour beaucoup de personnes, c'est juste indispensable. En fait, s'ils n'ont pas ça, ils arrivent absolument pas à progresser. Il faut dire que c'est quand même quelque chose qui est pas enfin, le japonais, c'est pas quelque chose de facile à apprendre. C'est pas un truc que tu apprends tranquillement comme ça en feuilletant 3 pages tous les jours. Ça demande vraiment du boulot et ça fait sens pour moi aussi de. Ah, ça dépend aussi des caractères, mais voilà, ça fait sens de passer potentiellement par un truc plus cadré, comme la fac, comme le cours collectif, avec les inconvénients et comment dire, et les avantages que ça peut avoir derrière. Effectivement, sur l'écrit, moi, c'est aussi un truc. Je me suis un peu pris un mur au début quand j'ai commencé à mettre sérieusement à la lecture. Parce que j'avais beaucoup travaillé sur la partie plus écoute du japonais avec des vidéos, etc., avec de l'immersion, mais très peu sur la partie écrite, sauf des contenus bah, très simples, un type, par exemple quand je voyage au Japon, lire des panneaux, des choses, voilà, bon, ces informations sont pas, c'est pas spécialement littéraire, mais je sais que j'ai eu un vrai choc quand j'ai commencé à lire du japonais, même des romans type pour les adolescents. C'était une grosse claque, quoi. C'était arriver à lire des phrases super longues avec bah, une grammaire qui est forcément, voilà, qui est forcément pas évidente. Juste dans mon cerveau, arriver à reconstituer tout ce qu'il y a dans la phrase et arriver à faire sens à partir de ce que je viens de lire, avec en plus la partie, comme tu mentionnais, lire les kanji, avoir la bonne lecture en tête hein, et pas avoir un outil forcément à côté pour avoir les hiragana, les katakana.
c'était un sacré truc en fait, c'était un sacré mur au début et effectivement je suis sûr qu'avec ce que tu as eu comme cours, t'es blindé pour tout ce qui est ressources écrites, voilà, t'as pas, tu vois un pavé de texte, un article, j'imagine t'es pas en train de te dire oh là là, comment je vais arriver à lire ce truc-là, t'es beaucoup plus serein pour lire quelque chose et y compris des ressources un peu plus voilà, littéraires. Ouais, voilà, ouais. C'est vraiment, on a vraiment une expérience opposée au niveau de l'apprentissage. Voilà, ouais, c'est ça. Hmm. C'est vraiment, Comme point moi, de départ, ouais, effectivement, ouais. ouais, ouais. Point de départ écrit et toi, point de départ langue orale, quoi. Tout à fait, ouais, ouais. Et alors j'avais juste une petite question aussi sur cette licence. C'était quoi? Est-ce que tu avais en tête une carrière particulière? Parce que tu mentionnais la motivation avec les jeux vidéo, mais est-ce qu'en te lançant dans cette formation-là, tu avais déjà une idée de ce que tu allais faire professionnellement ou pas avec tout ça? Non, en fait, on nous rabâchait que avec le japonais, en tout cas le japonais seul, sans avoir une autre formation à côté, enfin, il y avait aucune opportunité de travail. Mais moi, je partais du principe que voilà, tant qu'on est jeune et qu'on a de la mémoire et qu'on a de la motivation et tout, il faut faire quelque chose qui est... Enfin voilà, apprendre le japonais, c'est quand même pas quelque chose de super facile, quoi. Et je voulais en fait privilégier ça en premier. Et puis je me suis dit, bah, après, pour le boulot, on verra bien. Je pourrais toujours faire une autre formation par la suite, etc., quoi. Donc c'était vraiment plutôt dans une optique de passion, plutôt que de me Hmm. dire, voilà, à la fin de la fac, je vais avoir tel ou tel débouché, ou je compte faire tel ou tel métier. D'accord, ouais. Donc tu disais que tu avais fait jusqu'au un début de master aussi, enfin M1, donc 4, c'est ça, 4 ans du coup de fac de japonais. Voilà, alors le M1, en fait, je l'ai fait bien après ma licence, parce Ah d'accord. qu'après, j'ai fait une autre formation pour être bibliothécaire. J'ai travaillé en bibliothèque après. Donc, justement, cette idée de faire une formation passion, puis après faire une formation plus axée Hmm. professionnelle, quoi. Ouais. Et, euh, et en fait, je suis retourné en fac de japonais pour faire le master parce que j'avais dans l'idée de pouvoir partir, d'avoir des facilités pour partir au Japon. Puisque le principe de la fac, pour des histoires de budget, je suppose, hein, c'était de laisser partir les étudiants en échange universitaire à la fin du Master 1. Parce que sinon, il y Hmm. avait trop Ah oui. d'étudiants. Clairement, encore en licence, on était encore, à mon époque déjà, maintenant ça doit être beaucoup plus, mais à mon époque, on était encore une vingtaine, une trentaine en L3. Donc si tous ces gens-là, ils partaient au Japon, voilà quoi, il n'y avait pas assez d'échanges ouverts Hmm. avec les facs japonaises. Ouais, ouais, non, c'est logique, il faut quand même un minimum de sélection, pas envoyer toute la promo non Voilà, plus, c'est enfin en tout ça. cas Ouais, à ce ouais. niveau-là, ouais. Mais bon, c'est dommage, cela dit, hein. Ouais, j'avais un collègue qui était dans une autre fac et qui avait pu partir à partir de la licence. Et clairement, même à l'écrit, du coup, le fait d'avoir quand même vécu la langue orale à l'écrit, vraiment, il allait beaucoup plus vite que nous, quoi. On était à la Hmm. ramasse et lui, il avait déjà fini tout son texte et tout, quoi. Donc ça aide quand même. L'oral aide quand même l'écrit, hein. C'est pas vraiment, c'est pas C'est vrai. compartimenté, hein. Ouais. Exactement. Et du coup, ça peut faire une bonne transition. Donc, tu parlais effectivement ensuite d'aller au Japon, effectivement, pour la première fois. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette expérience-là, du coup, dans quel cadre et qu'est-ce que tu as fait là-bas? Ouais, alors donc je suis allé plusieurs fois au Japon, mais la toute première fois, c'était direct dans le grand bain, donc pour un an. Et donc c'était en échange universitaire. Donc j'étais dans une université en périphérie de Tokyo, université privée un peu bourgeoise, quoi. Je me sentais pas tout à fait dans mon élément, mais vraiment les étudiants étaient adorables, hein, donc il n'y avait il y avait pas de souci. En fait, à la base, j'ai fait un peu du sabotage, hein. C'est pas étonnant si le mot sabotage, c'est pareil, ils utilisent le mot français. Je suis bien français sur ce coup-là. En fait, j'étais censé prendre des cours d'histoire euh, parce que voilà, normalement ma thèse était sur la fauconnerie au Japon, Oh, à l'époque Edo. waouh! Truc, ouais, ouais. Où est-ce qu'on va chercher ça? Ouais, parce que voilà, la chasse au vol, c'était en fait vraiment un marqueur social très important, bah, en Europe aussi, hein. Mais Hmm. au Japon, en fait, les parties de chasse au faucon, c'était vraiment un moyen en fait pour le shogunat de comment dire, de garder le pouvoir en fait
un des moyens, parce qu'il y en a plusieurs, mais Hmm. vraiment un des moyens de garder vraiment la domination sur tous les seigneurs des provinces de l'époque Edo. Donc Donc c'était comme c'était un vraiment privilège. Est-ce que c'était un privilège justement du shogunat de pouvoir faire cette activité-là ou... Voilà, c'était un privilège, c'est lui qui décidait, mais en même temps, les seigneurs aussi avaient le droit de faire de la chasse avec le shogun. Et en fait, c'était une façon pour lui il les récompensait en terrain de Hmm. chasse, etc. Donc c'était encore une manière de maintenir le pouvoir en fait sur les seigneurs. Hmm. Waouh, hyper intéressant. Je connaissais pas du tout ce volet-là historique. Et alors, du coup, l'idée c'était que tu travaillais sur un mémoire de thèse sur ce sujet-là, en collaboration du coup avec cette université, enfin dans cette université japonaise. Euh, Alors non, pas tout à fait. Je devais rendre un mémoire normalement à la fin, après mon échange, je devais faire un M2 et puis rendre le ouais. mémoire. Et donc, je devais profiter d'être au Japon pour chercher des documents qui m'aideraient pour mes recherches. Mais aussi, j'étais censé, voilà, c'est là où je voulais en venir, j'étais censé suivre des cours d'histoire Hmm. de l'époque Edo dans cette fac, quoi. Ouais. Et franchement, j'étais complètement largué. Faut bien comprendre que quand je suis arrivé au Japon, vraiment, même quand on m'adressait la parole pour me dire un truc simple, je captais rien, quoi. Ça, c'est justement voilà, le problème de la fac, c'est qu'on faisait que de l'écrit. Il n'y avait aucun cours d'oral, vraiment aucun, hein. En L3, on a fait, je te dis pas de bêtises, bah, les cours d'économie, là, il fallait faire un truc de compréhension de l'oral. En fait, l'examen a consisté à ce que la prof nous lise ce qu'on avait étudié en économie, donc le texte Mhm. d'économie, le lise à l'oral, et il fallait le comprendre et écrire la traduction. Waouh. Voilà tout l'oral qu'on avait, quoi. C'est La ce qui était lecture quand d'un même texte écrit. pas facile quand même, hein. Enfin, alors, oui, c'est de l'oral, le passif. Enfin, c'est de l'oral dans le sens tu écoutes et c'est pas toi qui t'exprimais. Cela dit, franchement, comme exercice pour montrer ta compétence à l'oral, je trouve ça assez balèze quand même. Arriver à faire ça comme ça, waouh. Bah, presque, tu sais, t'apprenais les phrases par cœur, quoi. Enfin, tu t'entendais le prof qui commençait, tu dis, ah ben, c'est cette phrase, et puis voilà, quoi, t'apprenais la traduction. Enfin, non, franchement. Ah oui. Et puis surtout, le fait que tu devais entendre de l'oral, mais c'était de l'oral écrit en fait. C'est-à-dire que le prof te Hmm. lisait un texte écrit et tu devais le traduire, quoi. Donc Ça a c'est raison, pas ça fait vraiment une de grosse l'oral, quoi. différence. Ouais, 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 parce que tu as plein de choses à l'oral. Alors ça, je pense que tu vas pouvoir évoquer ça, mais ouais, de contraction, de mots, de façon de parler, de vitesse aussi, simplement, qui font que voilà, c'est pas parce que tu es une bête entre guillemets, effectivement, même en compréhension de l'oral, de compréhension de l'écrit, un texte écrit quand on te le dit à l'oral, c'est pas pour autant que tu vas comprendre, voilà, une personne dans la rue comme ça qui va te parler. J'ai une expérience similaire d'un ami qui a fait le N1, il a passé le JLPT N1, c'était au Kazakhstan, il est kazakh. Donc tu te dis waouh, il doit être super balèze en japonais a priori. Il est allé au Japon plusieurs années et il me disait au début c'était l'horreur parce qu'il comprenait rien, absolument rien de tout ce qu'on Ah lui ouais. racontait. Ah pourtant, la langue kazakh, je crois que c'est le même ordre des mots Ouais, il qu'en y a des, il japonais. y a des, il y C'est a une des langue théories comme quoi agglutinante. il y a des liens entre effectivement le japonais, alors le coréen aussi, il me semble, et le kazakh jusqu'au turc. Il y aurait Ouais, voilà, des ancêtres communs en termes linguistiques à toutes ces ouais, ouais, langues-là. tout à fait, C'est ouais. une théorie après. Le turc aussi, ouais, c'est le même ordre des propositions qu'en japonais, ouais. Du coup, sur l'oral, comment tu t'es débrouillé? C'était quoi ton impression quand tu es arrivé, que on te parlait, que tu comprenais rien? Comment t'as fait et comment tu t'es débrouillé? Ça a pu évoluer peut-être avec le temps. Ouais, les premiers mois, c'était vraiment dur, dur, quoi. Un peu la déprime de se dire, voilà, toutes ces années passées en japonais, et puis en fait, voilà, pour ne rien comprendre au final de ce qu'on te raconte. Mais, comment dire? Ouais, ça a été les premiers mois, mais j'ai fini par accrocher les wagons. Donc il faut dire, voilà, avec mon histoire de sabotage, donc je suis pas allé en fait à ces cours d'histoire. Enfin, j'y suis allé au début, et puis après, le, comment dire, le comité qui s'occupait des étudiants en échange, on était une petite quinzaine, c'était une petite université, et nous a dit, voilà, s'il y a des cours qui sont trop durs pour vous et tout, vous pouvez nous le dire, et voilà, vous n'avez plus à y aller, quoi. Alors Hmm. moi, j'ai profité de l'occasion, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des cours, il y avait des cours vraiment pour les étudiants étrangers, quoi.
Ouais. Et là, c'était vraiment du japonais actuel, des fois un peu simple pour moi au niveau de l'écrit, parce que justement, la fac, au niveau écrit, on est Mm. blindé. Mais par contre, on regardait des films, on parlait surtout avec le professeur et entre étudiants. Le professeur nous corrigeait et tout. Donc c'était vraiment un vrai cours de japonais comme j'en avais jamais eu d'oral, quoi. Hmm. Et ça m'a beaucoup aidé. euh, voilà, pour un peu réussir à recoller les wagons, quoi. Parce que même si j'avais des bases, finalement, les mots, je les connaissais. Enfin, quand on Ouais. m'adressait la parole dans la rue et tout, les mots, je les connaissais, mais c'était pas, mon oreille n'était pas habituée, quoi. Ah, je vois tout à Et fait. Ouais, ouais, ouais. voilà, tu vois ce que je veux dire? T'as Ouais. les... J'avais pas les kanji qui s'affichaient dans la tête, si tu veux. Voilà, c'est ça. On me Effectivement. parlait, mais pour moi, c'était que des sons. Et à partir du moment où, au bout de... Oh, ça a été assez rapide finalement, hein. Au bout de 3 ou 4 mois au Japon, ça y est, j'ai commencé à raccrocher ce que je connaissais de Hmm. l'écrit, à le raccrocher à l'oral. Et là, ça allait beaucoup mieux, quoi. Ah, c'est intéressant parce que c'est un phénomène, moi, que j'ai ressenti à un moment donné, et je pense que beaucoup de gens pendant leur apprentissage du japonais ont ça, où tu vas voir des phrases, par exemple, tu écoutes un animé, un drama, n'importe quoi, tu as une phrase dans laquelle tu connais tous les mots, tu les as appris, tu connais leur signification, et pourtant, et pourtant, là, la phrase sur le coup qu'on te lâche, voire même des fois en prenant le temps. Moi, j'ai eu ça quand je commençais à lire. Des fois, je voyais la phrase complète, je comprenais les mots individuellement, mais l'ensemble, juste, il y a un truc qui. Ça faisait pas sens, quoi. Ça percutait pas au niveau du cerveau. Et c'est vrai que ça peut être hyper décourageant. Enfin, moi, je sais que ça m'a vraiment. Je me suis dit, waouh, c'est quand même compliqué. Je suis censé comprendre. Comment ça se fait que je comprends pas? Alors, je connais tous les mots individuellement. Mais c'est là, on se rend compte que c'est pas des mathématiques, en fait, déjà. C'est pas parce que mathématiquement, tu connais tous les mots individuellement que mécaniquement, la signification de la phrase va faire sens. Et c'est quelque chose qui est juste une histoire d'expérience, en fait. C'est juste une question d'habitude, comme tu disais, de former son oreille, de se former à la manière dont le japonais est construit, pas juste dans de la théorie de j'apprends bien tous mes mots par cœur et je sais les traduire littéralement, mais dans la partie, voilà, incorporer ça et penser, en fait, de cette manière-là. C'est quelque chose qui est pas du tout évident et qui est, en fait, souvent, je pense, un choc pour les gens qui ont appris de manière très scolaire, qui ont appris, voilà, plein de listes de vocabulaire. Ils n'ont pas beaucoup pratiqué, ils ont écouté effectivement des trucs type, voilà, Ascom Assimil ou des histoires très simples, souvent qui ont été simplifiées pour les étrangers, enfin pour les apprenants. Et c'est pas suffisant, en fait. Si t'as juste ça, quelqu'un te sort une phrase, même s'il y a des mots que tu connais, il te sort dans un ordre que t'as peut-être pas l'habitude de voir, ou d'une manière parlée qui est pas forcément facile à comprendre. Et là, tu vas bugger complètement. Et il y a beaucoup de frustration, surtout effectivement chez les gens qui apprennent de manière un peu scolaire. Moi, j'en ai vu dans mes camarades d'école de japonais, de cours collectifs de japonais, où il y a un peu ce fossé-là entre la vraie langue et la capacité à vraiment comprendre les choses comme ça, de manière instinctive, et cette compréhension plus théorique dont tu as déjà parlé avec la partie fac de japonais, avec la connaissance un peu plus théorique de la langue. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est tout à fait juste ce que tu dis au niveau de... Par exemple, moi, j'avais du mal à... Comment dire? Dès qu'il y avait une phrase qui était un petit peu longue, j'avais du mal, bien que je connaisse tous les mots, j'avais du mal à Ouais. suivre le propos de la personne qui me parlait. Euh, Ça, c'est vraiment, voilà, c'est le syndrome fac, quoi. Parce qu'à l'écrit, tu peux remonter la phrase si tu veux. Quand tu as une proposition déterminante, tu peux relire la phrase à l'envers, vu que c'est de C'est l'écrit. vrai, ouais. Mais quand on te parle à l'oral, il faut tout de suite comprendre, voilà, qu'est-ce que la personne veut dire en gros, et on s'en fout des détails à la limite, mais voilà, quel est le message, quoi. Et ça, j'avais jamais été habitué à le faire à la fac. C'est un Puisqu'on devait sacré. tout Ouais, traduire précisément, chaque ouais. mot, chaque nuance. On était dans le détail, mais pas finalement dans comprendre voilà, le sens du propos. Et alors Hmm. encore plus quand c'est du vrai japonais oral, où tu as par exemple, hop, tout ce qui est évident, on l'enlève dans la phrase, on ne le dit pas. C'est le contexte Hmm. qui nous dit les choses. Et ça, c'est d'autant plus difficile à maîtriser quand tu n'es pas Ouais. habitué, quoi. C'est intéressant. Alors, est-ce que du coup, tu as eu des échanges avec des Japonais sur place? Peut-être tu t'es fait des amis, voilà. Comment ça s'est passé et comment tu as développé tes compétences de japonais aussi à l'oral? Est-ce que tu as des expériences intéressantes là-dessus? Ouais, tout à fait. En fait, voilà. Maintenant, je regrette un petit peu, mais à l'époque, je me suis dit, bon, mec, t'es au Japon, c'est juste pour un an, c'est la première fois de ta vie, il faut vraiment que tu te mettes à parler japonais, que tu côtoies que des Japonais.
Et donc dans ma promotion, on était, je sais pas, une quinzaine d'étudiants, donc c'était vraiment un petit groupe, vraiment tout le monde s'entendait très bien. J'étais le seul Français. Il y avait deux Allemandes, un Américain, un Australien, deux Anglais. Enfin voilà, c'était bon. J'étais le seul Français. Et mon anglais n'étant vraiment pas super, je me suis dit, bah, en plus c'est l'occasion, de toute façon, voilà, ton anglais est pas terrible, essaye de rencontrer des Japonais et essaye de côtoyer au maximum des Japonais. Et donc j'avais un peu snobé en dehors des cours le groupe, quoi, qui eux ils se voyaient en dehors, ils sortaient ensemble et tout. Et moi, au contraire, j'ai essayé de rencontrer voilà, quoi, des Japonais. J'adorais le jazz, donc je suis allé dans des clubs de jazz et tout. Et puis j'essayais de parler avec les gens qui étaient là-bas. Enfin voilà, toutes les occasions sont bonnes dans les Hmm. parcs. Où, Ah, donc à des inconnus, pas, voilà, pas forcément à des gens qui étaient dans ta promo ou relatifs à l'université, mais vraiment, voilà, n'importe qui. Alors après, on était hébergé aussi chez un propriétaire qui avait, je sais pas, il avait plus d'une cinquantaine de studios. Il avait acheté ça après la guerre, et donc ça valait rien à l'époque. Et puis voilà, après ça avait pris de la valeur. Donc il avait vraiment un gros parc immobilier. Et en fait, ils avaient organisé, c'était super sympa, un shokudo, donc une petite cantine, quoi. Et le matin et le soir, les étudiants mangeaient là-bas, mais aussi d'autres personnes qui logeaient dans ces studios, quoi. Et il y avait beaucoup de Japonais. Donc j'ai aussi beaucoup rencontré de Japonais voilà, en prenant mon petit déjeuner, où voilà, on se retrouvait régulièrement là-bas. Donc là aussi, j'ai essayé de sympathiser avec des Japonais. Et puis, ah oui, et aussi j'ai décidé, moi qui suis pas sportif pour de rond, j'ai décidé de faire partie du club d'université d'Aveyron. Oh, D'Aviron, pardon, pas d'Aveyron, d'aviron, ouais. d'Aviron. Et là aussi, c'était quelque chose, quoi. Découvrir vraiment le Gakubu. Les étudiants, en fait, sont super, super investis. Il y a une régate qui est organisée tous les ans, et en fait, ils s'entraînent toute l'année pour cette régate. Bah, c'était le week-end, en général, qu'on s'entraînait. Et c'est genre, je me rappelle, le soir, tu te couches à 8 heures et tu te lèves à 4 heures du matin. Waouh. Et il y a une sorte de lac artificiel comme ça. Et en fait, toutes les universités de la région ont une sorte de garage Hmm. dans lequel Ouais. il y a les bateaux et tout. Enfin, il y a de quoi s'entraîner, quoi. Et donc, ouais, on se retrouvait là. Et c'était un peu déjà la compétition, tu vois, au niveau de l'entraînement. Genre, quelle université commencera en premier à s'entraîner et tout, tu vois. Waouh. Enfin, c'est super sérieux, quoi. C'est vraiment, c'est pas du tout un club détente, quoi. C'est les clubs japonais, c'est. Et alors, du coup, en plus, tu devais, j'imagine, participer au club. Tout était en japonais, du coup. Enfin, t'étais avec des japonais. Tu devais comprendre, du coup, tout ce qui était dit. Quand t'es étranger au Japon, t'as toujours une sorte de C'est passe-droit un vrai. petit peu. C'est écrit sur ta tête. Il faut être gentil avec lui, lui montrer que notre pays, c'est un bon pays qui est gentil avec les étrangers. Donc, bon, au niveau des entraînements, franchement, je pense que j'étais comme les autres. Enfin voilà, je me levais avec tout le monde et tout. Même si après, j'étais le dernier à m'entraîner, donc c'était un peu. C'est-à-dire qu'il y avait des échauffements et tout, Hmm. donc auxquels je devais participer. Et après, en fait, j'allais me recoucher parce que mon entraînement était plus tard. D'abord, il y avait les senpai qui s'entraînaient, etc. Enfin, c'était vachement Ah coordonné, oui, quoi. très codifié, effectivement. Ouais, ouais. Après, au niveau de la langue, bon, pour le sport, ça va assez vite, surtout qu'il y a beaucoup de termes qui viennent de l'anglais. Il y avait donc la plus jeune qui était arrivée dans le groupe, donc qui était juste ma senpai supérieure, quoi, Mhm. qui m'avait aussi pas mal briefé. Elle m'avait fait des petits schémas et tout, puis j'avais appris les mots spécifiques à l'aviron. Hmm. Ah, c'est cool. Donc, du coup, tu as bien vécu cette expérience-là qui, je pense, dans certains cas, ça peut être difficile quand tu es plongé dans voilà, un univers un peu nouveau. Et en plus, tu as la contrainte à la langue que tu maîtrises pas forcément très bien, qui vient rajouter une difficulté. Mais donc, ouais, ça a été du coup une bonne expérience, quoi. Ouais, mais en fait, ce qui était le plus difficile pour moi, c'était de ne pas pouvoir participer aux conversations Ah du ouais. groupe, je veux dire, pendant les moments de détente, quoi. Hmm. Parce que bah, là, du coup, bon, ils essayaient de faire des efforts un peu, de m'expliquer et tout, mais bon, au bout d'un moment, tu vois, quand
tu as un groupe de personnes, tu parles tous une langue, c'est un peu difficile de ne pas parler naturellement. Et voilà, quoi. Donc ça allait trop vite pour moi pour que je comprenne tout ce qui se racontait, quoi. C'est vrai que ça, c'est une des difficultés. Ouais. Dans une situation de groupe où tu vas pas, voilà, tu vas pas t'imposer en imposant le fait que tu es étranger, qu'ils doivent parler simplement. Là, c'est vrai que tu vas avoir des difficultés comme ça pour t'intégrer dans des groupes. Et c'est plus facile, effectivement, quand tu es en face à face avec une personne, ou comme tu disais, quand tu vas dans un club de jazz, dans un bar, bref, tu rencontres des personnes dans une situation où, bon, tu es en face à face avec la personne, elle comprend que tu parles pas forcément très bien, elle va faire des efforts. Et il y a pas d'enjeu particulier, c'est une conversation très, voilà. En plus, c'est la conversation beaucoup plus basique que tu aurais avec une personne que tu viens de rencontrer. Tu vas pas commencer à blablater sur quelque chose de compliqué. Donc c'est vrai que là, par contre, ouais, c'est le genre de conversation de groupe avec en plus des sujets parfois, voilà, un peu que tu maîtrises pas forcément. J'imagine, ça a dû être peut-être un peu frustrant aussi de pas pouvoir trop participer. Ouais, c'est ça. Puis quand tu parles avec quelqu'un dans un cadre informel, en général, la personne, Ouais, elle s'adapte un peu à ton niveau. Voilà, elle prend le temps de te parler. Quand c'est un groupe qui se parle de natifs, voilà, le groupe, il communique pas forcément avec toi et il communique avec les autres membres du groupe. Et du coup, c'est déjà un level supérieur de pouvoir comprendre. Euh, je pense que quand on apprend le japonais, par exemple par immersion, on commence peut-être par écouter des podcasts tout simples où il mm, n'y a qu'une personne qui parle, et après on écoute par exemple deux personnes qui parlent entre elles. Là, c'est ouais. déjà un niveau un peu supérieur, quoi. Oui, c'est vrai que tu as raison. Fondamentalement, d'avoir plusieurs interlocuteurs, ça rajoute. Mentalement, tu es obligé de te rappeler qui a dit quoi, etc. Ah, lui, il pense ça, mais lui, il pense ça, et il dit ça. Enfin, c'est forcément plus compliqué que quand tu es dans une situation où on te raconte un truc, ou un texte qui n'est pas une fiction, où là, il y a effectivement plus de facilité. Et moi, c'est vrai que j'ai un peu alors, une expérience un peu analogue de quand je suis avec un groupe de japonais. Donc on parle japonais, que je parle suffisamment japonais pour quand même, voilà, suivre la conversation, mais c'est vrai que j'ai beaucoup plus de difficultés à placer entre guillemets quelque chose, à intervenir dans la conversation, à dire quelque chose voilà, qui apporte quelque chose à la conversation, par rapport à une conversation où je suis en face à face, on est juste à deux avec une autre personne, où là mécaniquement en fait tu vas avoir des respirations qui vont me laisser moi partir sur un sujet. Quand tu es dans une dynamique de groupe avec, enfin, des échanges qui arrivent, et évidemment c'est fluide parce ils sont tous natifs, c'est vrai que ça peut être un peu frustrant. Moi je suis un peu frustré parce que je comprends très bien la conversation, hein, quasiment tout. Par contre, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à intervenir de manière, voilà, à apporter quelque chose de constructif à la conversation, pas juste de dire oui j'ai compris, je suis là, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est un peu un palier supplémentaire à franchir, j'ai l'impression. Ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Et puis bon, on a aussi un peu un problème, les Français, c'est que en général, beaucoup de personnes essayent de, comment dire, dès qu'ils ouvrent la bouche, il faut que ce soit parfait, quoi. Il faut que ce soit du bon japonais et tout. Ouais. Donc il y a un peu une sorte de honte à faire des erreurs, quoi. Et d'ailleurs que partagent aussi les Japonais. C'est Mm. pour ça que à la fac, j'avais fait, ça me fait me Mhm. rappeler qu'à la fac, j'avais fait quand même un peu d'oral. En fait, il y avait à la bibliothèque organisait des tandems. Mm. Donc on pouvait rencontrer des étudiants natifs qui étaient en échange en France. Et donc j'avais fait quelques tandems, mais c'était vachement difficile parce que autant moi que la personne en face essayions de parler vraiment correctement sans faire d'erreur. Et en fait, c'est pas ce qu'il faut faire, quoi. Quand on veut progresser, il faut se lancer. Et puis même si on fait des erreurs, c'est pas grave, on est là pour apprendre et tout, quoi. Donc ouais, ce que tu dis par rapport à une conversation où justement il y a des natifs qui parlent et qu'en plus toi tu dois placer quelque chose rapidement, de façon pertinente et tout, c'est une grosse charge mentale, hein. Mm. Ouais. Et donc, ouais, très intéressant. Et c'est cette expérience effectivement de Gakubu aussi, super intéressant. Moi, c'est des trucs que j'ai vu que dans des dramas, dans des animés, mais j'ai jamais fait cette expérience-là moi-même. Très intéressant. Et alors, du coup, comment ça s'est, sur cette période d'un an, du coup, au Japon, comment tu en es rentré? Qu'est-ce que tu as le senti? C'est quoi un peu le bilan, en gros, là-dessus? Et comment tu te sentais après ce voyage-là? Comment ça te donnait peut-être envie de faire plus de japonais, de faire d'autres choses, revenir au Japon peut-être derrière? Ben, c'était vraiment super positif. Enfin, il y a quelque chose qui s'était débloqué, quoi. Vraiment, je... ouais, c'est incroyable, quoi. C'est une super sensation de enfin pouvoir ouais, mieux comprendre ce qu'on te dit. Enfin, même pour aborder l'écrit, le fait d'avoir la logique comme ça, d'avoir les phrases un peu dans la tête, la façon de parler, ça débloque vraiment beaucoup de choses. Hmm. Donc c'était super positif.
Puis après, je suis rentré aussi avec, du coup, je m'étais fait des amis, on a gardé contact. Et donc, je continue à m'entraîner en plus à écrire des mails et tout. Ouais, pour la motivation, c'est sûr que c'est top. Enfin, c'est vraiment. Moi, je sais que ce qui me motive le plus pour apprendre le japonais, c'est clairement les voyages que j'ai pu faire ou que je pense refaire. C'est une source de motivation incroyable quand tu arrives à mettre en pratique cette langue, tous ces efforts, ces heures d'études, tu t'es cassé la tête à essayer de comprendre la langue et enfin d'arriver à la pratiquer et puis de voir aussi sur place que tu peux progresser, que tu peux améliorer notamment la compréhension mais aussi l'expression orale. C'est vrai que c'est une source de motivation juste incroyable même quand tu rentres ensuite en France. Ouais. C'est pas tout à fait le même type de progression quand tu es en France et que tu étudies le japonais et quand tu es au Japon. Enfin, moi, j'ai remarqué que au Japon, bon, à part pendant mon cursus universitaire, parce que voilà, c'était obligatoire, mais quand j'y suis retourné, par exemple, plus tard, j'apprenais en fait quasiment rien de nouveau, entre guillemets. Enfin, j'étais moins Mhm. Anki, j'étais moins à étudier vraiment le japonais, mais par contre, je pratiquais la langue. Qu'en fait, c'est une autre sorte d'acquisition, quoi, Je vois tout à si tu fait, veux. ouais, ouais. Qui est moins dans la T'apprends pas de théorie, mais nouveaux mots finalement, voilà, ouais, mais ouais. plus dans l'action, quoi. Tu mets en action en fait ce que tu as appris jusqu'à présent. Et je pense que les deux sont indispensables. Mm. Il y a des gens qui habitent au Japon depuis des années et qui parlent un japonais super médiocre parce qu'ils n'ont pas le volet apprentissage quand même. Ils n'ont pas fait l'effort voilà, d'apprendre des choses et Mm. d'écouter, de prendre des notes, etc. Mais aussi, si tu fais que d'apprendre justement de façon un peu théorique et que tu ne mets pas en pratique, ben, ça ne marche pas non plus. Donc vraiment, les deux Mm. sont importants et les deux ne se font pas en même temps, quoi. Ouais, En général, quand tu es au Japon, il vaut mieux passer ton temps à mettre en pratique ce que tu as appris jusqu'à présent plutôt que de bûcher dans ton coin c'est des vrai. nouvelles choses, quoi. Ouais, c'est une meilleure utilisation de ce temps-là qui est quand même un peu précieux. Bah, on n'a pas l'occasion forcément de rester longtemps au Japon, donc autant le passer effectivement sur cette pratique-là. Ouais. Alors tu mentionnais tes séjours, d'autres séjours du coup au Japon, ça fait une bonne transition. Donc comment tu es ensuite retourné au Japon pour faire quel genre de choses? Comment ça s'est passé? J'ai fait mon Master 2 finalement, parce que je me suis dit, bon, tant qu'à faire, voilà, quoi, autant finir. Et puis, l'ambiance n'était pas super en fait. Hmm. À la fac, je m'entendais pas très bien avec ma directrice de recherche. Enfin bref, elle était à 2 années de la retraite et je crois que voilà quoi, elle attendait que ça. Et du coup, j'étais pas super motivé pour finir mon mémoire. Et puis en plus, j'avais pas spécialement envie de faire de la recherche et tout ce que j'avais envie, c'était de retourner au Hmm. Japon. Donc bon, j'ai quand même fait la deuxième année de master. Finalement, j'ai pas rendu le mémoire. Et l'année suivante, je me suis dit, je vais bientôt avoir plus de 30 ans. C'est le moment ou jamais pour aller au Japon en visa vacances-travail. Hmm. Je me suis dit, après, je pourrais plus le faire. Hmm. Donc Ouais. voilà quoi, il y a pas à tergiverser longtemps, il faut le faire. Et donc, je suis retourné avec l'idée, je me disais, bon, si je trouve pas du boulot tout de suite au Japon, voilà, j'ai pas un budget énorme, comment je vais faire pour... Et en fait, j'avais fait en France du volontariat dans des fermes, euh, et je me suis dit, ben tiens, au pire, je vais faire ça quoi, au Japon. Je vais commencer par faire du volontariat. Ça me permettra d'aller un peu en province, dans des endroits reculés où ils n'ont pas trop l'habitude d'avoir des étrangers. Où au moins je suis sûr de ne pas avoir à parler anglais. Toujours la honte de mon anglais. Euh, et puis voilà, je me suis dit, voilà, c'est bien, comme ça je vais progresser en japonais. Et donc c'est ce que j'ai fait. Alors le premier mois quand même, je me sentais pas direct arriver avec le décalage horaire et tout, partir en woofing. Et puis en plus j'avais envie de revoir des amis à Tokyo. Donc ce que j'ai fait, j'ai recontacté mon ancien propriétaire et je lui ai demandé voilà, s'il avait une chambre pour moi. Je lui prenais un mois de loyer et puis voilà. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et j'ai revu des amis et tout, c'était sympa. Et puis après, je suis parti. J'ai fait vraiment toute une série de fermes où je restais en moyenne 3 semaines, un mois. Et puis j'ai travaillé en échange du gîte et du couvert Hmm. dans ces fermes-là. Et c'était vraiment super sympa. Et puis voilà, il y avait vraiment le moyen du coup pour le boulot, tu devais vraiment t'exprimer en japonais. Et puis et des fois il y avait d'autres volontaires.
qui étaient par exemple chinois et tout, qui ne parlaient pas Ah oui. anglais, donc on parlait en japonais aussi. Ah. C'était vraiment ouais, super intéressant. Et en fait, il y a une des fermes dans laquelle je me suis vraiment bien plu. Enfin, l'organisation du travail était bien faite. C'était intéressant. C'était une ferme où ils cultivent des daikon, donc ces gros Hmm. radis blancs japonais. Et ça en hiver. Et puis en été, des melons et des pastèques. Sympa. Et je me suis tellement plu, en fait, que ils avaient besoin de main-d'œuvre, hein, clairement. Hmm. Au Japon, quand tu fais du volontariat, c'est vraiment. Ils cherchent plus de la main-d'œuvre qu'un échange culturel à proprement parler. Ouais. Il faut bien se dire ça. Hein. Ça, c'est une grosse différence avec la France. Enfin, en tout cas, voilà, le matin, on faisait du volontariat et l'après-midi, c'était normalement temps libre. Mais comme voilà, je parlais quand même déjà assez bien japonais, et que donc je comprenais vraiment bien les instructions, et puis je pouvais même communiquer avec les clients. Ils m'ont proposé en fait l'après-midi de me rémunérer, quoi, de faire un baito, quoi, arubaito. Ah, super. Euh, et voilà. Et donc je suis retourné plusieurs fois là-bas et le matin donc du coup je faisais volontariat pour voilà pour avoir le gîte et le couvert et l'après-midi je travaillais pour me faire un peu d'argent en plus, quoi. Waouh, donc c'était vraiment une Et expérience très complète, y compris voilà, même professionnelle. Très intéressant. Je serais curieux aussi en termes aussi de changement par rapport à la région, parce qu'avant tu étais à Tokyo, ton première occasion d'atterrir au Japon. Là, tu as vu la province japonaise. Comment tu as trouvé ça? Est-ce que tu as eu du mal à t'adapter peut-être aussi à les accents régionaux, les différences aussi qu'il peut y avoir dans la façon de vivre dans les régions? Qu'est-ce que tu en as pensé? alors les accents régionaux, j'ai pas été trop confronté à ça. Si, peut-être dans une des fermes, il y avait un employé qui était vraiment, qui avait une façon de parler, waouh, c'était pas facile à comprendre, quoi. Mais bon, on arrivait quand même, voilà, je lui disais de parler doucement et tout, et puis, mais ouais, ouais, qui avait un fort accent, quoi. Hmm. Mais sinon, les gens qui m'ont accueilli, vraiment les autres, comme on dit, non, ça allait. Je pense que, à mon avis, hein, c'était des néo-ruraux pour la plupart. Du coup, il n'y avait pas trop de problèmes non, de communication. En tout cas, avec moi. Hmm. Bien sûr, après, nombre de fois où j'ai été confronté, où il y avait des invités, enfin des gens du voisinage qui venaient en visite, et je ne comprenais pas grand-chose à ce qu'ils racontaient entre eux, quoi. Ouais, Ah, ça donc c'est c'est ça, sûr. ils s'étaient quand C'est même toujours. adaptés à toi quand ils te parlaient, voilà, ils faisaient des efforts peut-être Ah oui, aussi, oui, ouais. bien sûr. Enfin, ouais, voilà. Ouais, ouais. Et puis bon, c'est toujours la même chose, hein. La compréhension, c'est lié à beaucoup de choses, et notamment le contexte. Mm. C'est-à-dire que si tu sais, les gens qui te parlent à toi de quelque chose que tu dois faire ou que tu connais, c'est beaucoup plus simple que si c'est des gens qui parlent entre eux, par exemple, d'une personne qu'on ne connaît Ouais, pas, ou bien il y a sûr. plein Ouais. de non-dits, surtout en japonais, qui t'empêchent en fait de comprendre le pourquoi du comment, quoi. Qui sont pas forcément liés à la langue japonaise en tant que telle, mais une difficulté supplémentaire liée au fait que c'est un contexte juste dans lequel tu t'es pas Voilà, familier de tout ce qui se un passe, contexte etc. que Ouais. tu connais pas, voilà. C'est vrai, Voilà, ouais, c'est ça. ouais, Tu sais ouais, pas ce qui s'est passé, qui a fait quoi, voilà, alors que eux le savent. ouais. Ça, c'est toujours pareil. Alors, je pense à un Japonais qui ne connaîtrait pas le contexte, il peut poser des questions. Mais bon, moi, c'était un peu difficile, tu vois, Ouais, ouais, d'interrompre la c'est sûr. conversation T'allais et pas puis demander, mais au fait, c'est de qui, mettre mon machin grain de sel. Oui, J'ai voilà. pas compris votre histoire, c'était Ça, compliqué, là. c'est ça, ça fait un peu zuzushi, comme on dit. Un peu le mec qui s'impose et Ouais. qui met son grain de sel. Hmm. Ouais. D'accord, donc très intéressant comme expérience. Et donc, du coup, t'as fait combien de. Donc, il me semble que t'es allé plusieurs fois comme ça en woofing. Tu es retourné. Comment ça s'est passé? Oui, 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 j'ai fait plusieurs volontariats. Je suis revenu 3 mois en 2017. Et ça c'était avec juste un visa touristique, hein. Ah oui. Mais en fait, le volontariat, il est pas soumis au droit du travail. Donc, Ah, c'est intéressant, ça, je à savais la pas. base, on Ouais. considère que c'est une sorte d'échange, quoi. Et Hmm. après, les baitos que je faisais quand j'y suis revenu, je faisais de nouveau des baitos à la ferme à laquelle j'avais l'habitude. Et ça, c'était un peu de la main à la main, quoi. Voilà, D'accord. quoi. Ah, c'est intéressant parce qu'on se dit toujours, bah, si on a passé l'âge du visa vacances-travail,
c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'il faut trouver un vrai travail, entre guillemets, un vrai contrat de travail, mais là, effectivement, ça peut être une possibilité. Bon, évidemment, c'est pas, tu gagnes pas des milliers des cents, tu vas juste être dédommagé, j'imagine, avec le gîte et le couvert. Peut-être, effectivement, comme tu disais, parfois un peu un supplément en t'arrangeant avec la personne. Mais c'est vrai que ça peut être une possibilité intéressante. Bon, voilà, cette partie-là, faut pas le faire. Mais simplement, juste, effectivement, gîte et le couvert, pour des gens qui ont envie de faire ce genre d'expérience-là, ça peut être une super opportunité, même si on a dépassé, du coup, l'âge des 30 ans, l'âge fatidique, pour le viser à vacances-travail. Ouais. Oui, et puis pour les gens qui n'ont pas beaucoup de budget, ça peut être Tout à fait, vraiment, ouais. voilà, il y a pas d'excuse à venir s'immerger. Voilà, tu peux faire du volontariat et vraiment pouvoir parler japonais et tout, et cela, voilà, sans avoir un gros budget, puisque tu as Mm, le gîte et le couvert, quoi. Tu as juste, entre guillemets, le billet d'avion à mm, acheter, et puis les transports une fois dans le pays, quoi, quand tu dois passer d'un endroit de volontariat à un autre. ouais. Donc ouais, voilà, Non, c'est ça peut intéressant, être c'est une une bonne. option intéressante. Ouais, ouais. D'ailleurs, quand je reviendrai au Japon, je pense que je vais faire ça, hein. Très clairement, niveau budget, c'est un peu serré. Donc, quand j'arrive, je sais que voilà, je peux être hébergé chez des amis déjà. Et puis ensuite, voilà, je pense refaire ça, ouais, ouais. C'est super cool. Puis, tu peux vraiment. Enfin, c'est ça aussi, moi, que j'adore. Enfin, le Japon, c'est ce qui me plaît, c'est pas vraiment Akiba ou Shinjuku, quoi. C'est plutôt vraiment les endroits un peu perdus comme ça, Hmm. traditionnels, avec le petit temple du coin. Euh, donc voilà, pour les gens qui aiment aussi ce genre de choses, moi je conseille vraiment de faire du volontariat. Ça peut t'amener dans des régions où tu serais jamais allé comme ça, tout seul en tant que tel, qui n'est pas forcément une région touristique, mais qui peut être voilà, super intéressante, avec des chouettes randonnées à faire, etc., quoi. Ouais, moi je suis complètement aussi de comment dire, cette préférence-là pour des lieux très paumés au Japon, pour la campagne. Et c'est vrai que bon, j'ai visité Tokyo, voilà, Akiba, les coins qu'il faut visiter. Il faut cocher la case en disant Il faut j'y le faire, étais. bien sûr. Il Il faut faut le faire, hein, il visiter, faut le hein, faire. bien sûr. Mais c'est vrai que très vite, bon, c'est un peu, la ville peut être un peu aussi étouffante par moment. Et c'est pas forcément, voilà, les villes japonaises sont pas particulièrement belles ou quoi que ce soit. Personnellement. Et donc c'est vrai que j'ai vraiment apprécié, énormément apprécié tous les séjours que j'ai pu faire au Japon pour la partie plutôt aller dans des coins un peu paumés à la campagne, mais avec des très beaux paysages souvent. L'accueil des gens aussi, moi que j'ai toujours trouvé, alors évidemment en tant que touriste, c'est pas la même chose que si tu travailles sur place, mais toujours un accueil vraiment top, des gens voilà, très, et puis curieux de voir un gaijin qui se pointe comme ça dans un coin paumé, voilà, c'est quand même quelque chose qui est pas forcément habituel, donc ils sont toujours très accueillants, et j'ai eu plein de très très bons souvenirs comme ça, de rencontres que j'ai pu faire dans ces coins un peu plus reculés, et j'incite toujours les gens qui vont au Japon, même si c'est juste un premier voyage touristique, faire bien sûr on va dire les indispensables, Tokyo, Kyoto, etc. Mais trouver aussi du temps, prendre un petit peu le temps pour aller dans des coins un peu plus paumés, faire des randonnées, effectivement. Si on a la possibilité, moi je trouve que c'est mes expériences préférées en fait au Japon de loin. Donc voilà, comme tu le dis, c'est hyper intéressant, et vraiment à recommander pour les gens qui veulent partir au Japon. En tout cas, juste découvrir un peu ce que c'est et pas se cantonner. Ce serait très dommage de se cantonner uniquement à Tokyo, des endroits, voilà, on va dire les plus connus. Euh, Ouais, exactement. Et puis d'ailleurs, à la campagne, je trouve que les gens sont plus disponibles, on va dire. Et dans les randonnées aussi. ouais. Dans les randonnées, j'ai fait des belles rencontres, notamment avec un couple de Japonais, voilà, Mhm. avec qui je suis toujours en contact. Parce que voilà, en randonnée, c'est vraiment un moment de détente pour les Japonais. Et quand on sait qu'ils sont assez surbookés en général, même mes amis à l'époque, pour les voir, il fallait prendre rendez-vous 2 ou 3 semaines à l'avance. Euh, Là, en randonnée, vraiment, les gens sont disponibles pour parler avec toi et tout. Donc, c'est aussi un bon endroit pour faire des nouvelles connaissances. Hmm. Ouais, ça a vraiment plein d'avantages, effectivement. Ouais, donc, à recommander, effectivement. Alors après, je voulais parler un petit peu parce qu'on avait parlé un petit peu déjà ensemble de une autre activité qui t'intéresse, et aussi sur le volet professionnel, là, c'est la traduction. Est-ce que tu peux parler un petit peu du coup de voilà, ton aventure dans le monde de la traduction, de manière comme un hobby, mais aussi toi ce que tu imagines potentiellement faire professionnellement là-dessus? Alors, la traduction, c'est vraiment toujours un truc qui m'a plu. Il faut dire que voilà, j'étais pas un élève super super brillant. Enfin voilà, l'histoire de la littérature,
ou même l'histoire tout court, ça me passionnait pas vraiment. Mais par contre, là où j'étais, je pense, assez bon, en tout cas j'avais des notes assez bonnes, c'était tout ce qui était traduction, quoi. Notamment en traduction de textes contemporains et tout. Et en fait, ouais, ça m'a toujours plu je sais pas, je trouve que c'est super valorisant de, de transmettre, de partir d'une langue qui avec des signes, comment dire, un alphabet complètement différent, et voilà, et puis Mm. d'arriver à rendre ça en beau français, c'est un truc qui m'a toujours plu, quoi. Et puis bon, j'ai longtemps hésité avant de me lancer, syndrome de l'imposteur, hein. Très très connu chez les traducteurs. Quand tu écoutes des podcasts spécialisés sur la traduction, c'est toujours ce sujet qui revient, quoi. Euh, mais bon, voilà, ouais, je me suis un peu, j'ai commencé à me lancer en fait, en travailler. En fait, t'es en freelance et tu travailles pour des boîtes qui t'offrent des missions de traduction pour des clients que souvent tu ne rentreras jamais en contact directement avec eux, mais voilà. Donc c'est assez précaire comme emploi. Moi, je conseille plutôt en emploi secondaire, quoi, en plus d'un emploi principal, hein, parce que bon, il y a bien des traducteurs qui font ça à temps plein, mais enfin, ils sont pas légion. Ouais. Mais donc voilà, ouais, j'ai fait comme ça quelques missions de traduction, traduction de guides touristiques ou compte rendu de réunion. Enfin, c'est pas forcément super passionnant, mais bon, c'est toujours assez sympa à faire. Et puis, en fait, ouais, ce qui me plairait, c'est de faire surtout de la traduction plutôt littéraire, quoi. Donc, quand j'entends par littéraire, ça peut être livre, mais aussi bande dessinée, manga, etc., quoi. Pendant la pandémie, là, j'ai traduit une biographie que je trouvais intéressante, hein, sur un producteur de pommes qui un des pionniers de l'agriculture biologique au Japon, et qui raconte en fait son parcours, hein, vraiment un parcours du combattant, puisqu'il s'est entièrement formé lui-même. À l'époque, le bio au Japon, c'était pas du tout la norme. Enfin, d'ailleurs, toujours maintenant. Et, et donc, ouais, du jour au lendemain, en fait, sa femme était allergique aux pesticides. Et du jour au lendemain, par amour pour sa femme, il a décidé d'arrêter, de continuer à cultiver, mais sans pesticides. Ça a été un fiasco total. Et pendant presque une dizaine d'années, il a vécu sans revenus, à faire des expériences pour essayer de trouver la bonne méthode pour cultiver sans pesticides. Waouh. En plus, c'est une belle histoire, je trouve. Ouais, c'est cette histoire un peu d'amour, voilà, pour sa femme, il fait quand même un sacrifice et une expérience complètement folle, quoi. Ouais. C'est ça, c'est une histoire vraie, mais c'est super romanesque, je trouve. Oui. Enfin, le mec, il en est allé presque jusqu'à vouloir se pendre. Enfin bon, je ne veux pas spoiler si un jour je le fais publier. Mais ouais. Donc, ouais, cette histoire, en fait, elle a été adaptée en film. Et j'ai vu le film à l'époque où je faisais du woofing, et j'ai dit, ce roman, il faut le traduire, quoi. Et puis j'ai vu qu'il n'avait pas été traduit en langue occidentale, quoi. Il a été traduit qu'en chinois ou en coréen, je crois. Et j'ai dit, bah voilà, c'est l'occasion. Donc j'ai fait ça, ouais, pendant une bonne partie du confinement, quoi. Et puis là, voilà, j'en suis à la phase de relecture, et puis j'hésite encore un peu, mais je vais me lancer à le proposer à un éditeur. Voilà, peut-être ça pourrait intéresser. Bah complètement. Et franchement, en plus, tu le vends bien, ça fait très envie. L'histoire a l'air vraiment intéressante. Enfin, je lis l'histoire comme si c'était une fiction, mais la biographie, la vie de cet homme a l'air vraiment intéressante. Et ouais, et peut-être, je sais pas si un éditeur nous écoute, voilà. Peut-être, qui sait, trouver. Voilà. Mais non, en tout cas, ça donne envie de lire le résultat. Et la traduction, c'est vrai que, comme tu disais, s'il y a un truc un peu magique, pour moi, c'est un peu un art, en fait. Alors, je suis pas, voilà, je suis pas traducteur pour un sou. Simplement, c'est vrai qu'avec les lives qu'on fait ensemble,
depuis déjà pas mal de temps. Maintenant, je prends l'habitude d'avoir à traduire en fait du japonais un petit peu à la volée comme ça, ce qui est pas du tout évident. Et c'est vrai que je me rends compte en fait, je me rends vraiment compte de la difficulté de traduire, à quel point tu peux pas, une langue comme le japonais, tu peux pas la traduire de manière très littérale du japonais vers le français, tellement les différences sont grandes. Et voilà, il faut vraiment avoir de l'imagination, être créatif, je pense, hein. C'est pour ça que c'est vraiment, je pense, un art. Être créatif dans la manière dont tu vas adapter et tu vas essayer de trouver, de transposer du mieux que tu peux sur quelque chose en français, même si on sait bien que tu n'arriveras jamais à traduire fidèlement, parfaitement, en fait, ce qui s'est dit en japonais. Mais cet exercice intellectuel, et c'est vrai que c'est très, très passionnant et très, voilà, cognitivement intéressant à faire. Ouais. Ouais, tout à fait, ouais. Bah, surtout en japonais, l'adaptation, elle est vraiment importante, parce que si tu fais de la traduction littérale, ça va tout de suite se voir, étant donné qu'il y a une telle différence culturelle et linguistique entre le japonais et le français. Euh, donc ça, c'est le côté négatif des choses, c'est que voilà, c'est beaucoup moins simple à traduire que l'anglais parce que tu peux pas faire de traduction littérale, en tout cas, ça passe pas du tout. Mais d'un autre côté, il faut se dire que comme c'est une langue qui est totalement différente, tu as une sorte de liberté d'adaptation. Euh, Ah oui, paradoxalement, t'es plus libre du coup. Ouais. Oui. voilà, tu peux transmettre les propos de l'auteur sans dévoyer sur ce qu'il veut dire, mais tu peux le dire de plusieurs façons et toutes ces façons seront justes. On a coutume de dire qu'il n'y a pas une seule bonne traduction, mais il y a plusieurs bonnes traductions. Mm. Et en fait, c'est d'autant plus vrai pour le japonais. Parce que tu peux dire la même chose de diverses façons et ça correspond quand même à ce que l'auteur a voulu transmettre, quoi. Ah, c'est intéressant, oui, il y a vraiment un style que tu as, en fait, ton style à toi quand tu traduis, qui ne sera pas le style d'un autre traducteur, qui sera potentiellement très très différent du coup. Ouais. Et alors sur la traduction, je pense, je mettrai en lien dans la description des liens que tu pourras me donner, de ressources ou de podcasts que tu mentionnais, parce que c'est vrai que moi je trouve ça intéressant de juste regarder un podcast là-dessus, de comprendre comment un traducteur a adapté une œuvre, de rentrer un petit peu dans ce métier-là, dans cette activité-là. Je trouve ça vraiment vraiment intéressant. Donc ouais, je mettrai des liens dans la description pour que des gens qui sont intéressés puissent creuser un petit peu ce sujet-là. Ouais. Ouais, ben avec plaisir, hein. Je suis vraiment un fanboy des traducteurs. J'ai écumé toutes les interviews de traducteurs, surtout du japonais au français, donc principalement des traducteurs de manga, Ouais. parce que c'est surtout là-dessus qu'ils sont reconnus, mais aussi des traducteurs de grande littérature. Il y a une conférence là, de la traductrice de Mishima qui est absolument géniale. Enfin, vraiment, elle explique tout, sa compréhension du texte et tout. C'est super intéressant, je trouve. Donc, ouais, je te passerai des Ah oui, liens c'est que tu super. pourras mettre en Ouais. description, ouais, avec plaisir. Ouais. Et alors j'avais un dernier point ici sur la traduction, un sujet qui est lié. Est-ce que ça t'a jamais tenté de faire de l'interprétation? Donc de traduire à la volée une conversation, donc quelqu'un te dit quelque chose et tu dois le traduire à la volée en français. Alors, déjà, c'est vraiment un travail très très différent de la traduction et clairement, j'en suis tout à fait incapable. Et je pense que c'est même pas une question de travail, hein, mais il faut être super réactif, ne pas trop faire gaffe aux détails et toujours essayer de trouver qu'est-ce que la personne a voulu transmettre comme message, mais vraiment à la volée comme ça. Et moi, c'est pas possible, quoi. C'est Déjà, je difficile. Hein. cherche mes mots en français, alors non, j'ai pas le cerveau assez réactif pour ça, hein. Donc je laisse ça à d'autres personnes. Je suis sûr qu'il y en a, mais non, ça c'est. Ouais, je disais en fait que je voulais peut-être voilà, j'envisageais là, à assez court terme de me lancer dans la traduction de manga. Qui n'est pas du tout le même travail qu'en littérature, hein. Bizarrement, moi je trouve que le manga c'est plus difficile que de traduire un texte littéraire parce que t'as pas justement, il faut vraiment comprendre le contexte et des fois tu sais même pas qui parle et tu dois aussi adapter. Des fois tu sais pas quel est le sexe de la personne ou par exemple quand on fait référence à une personne qui va apparaître quelques tomes plus tard, ben, du coup, tu es un peu embêté, tu sais pas comment tu dois la faire parler parce que tu la connais pas encore, quoi. Donc ouais, traduire du manga, C'est un autre challenge, voilà. On pourrait penser un que c'est autre plus facile a challenge. priori, mais pas forcément. En général, quand tu traduis du manga, si par exemple l'auteur est invité dans une convention ou je ne sais quoi en France, en général, on fait appel au traducteur pour être interprète de cette personne, quoi. Ah, waouh. Et ça, c'est un truc qui me... Bon, je pense que je refuserais, hein, mais
c'est quand même un sacré challenge, étant donné que, bon, après maintenant, de plus en plus d'éditeurs sont japonisants et savent que le métier d'interprète, c'est pas du tout la même chose que le métier de traducteur, hein, c'est vraiment deux métiers différents. Il y en a qui ont assez de talent pour faire les deux, hein, mais c'est quand même très différent, quoi. Et je pensais à ça, à l'interprétation, parce que ma copine fait parfois des travaux d'interprète du japonais vers le français. Et récemment, notamment, elle a fait ce travail-là pour mon ancienne entreprise. Et j'étais avec elle dans les réunions. C'était très intéressant de voir la difficulté, effectivement. Moi, j'essayais de me dire, tiens, bon, si j'étais dans sa position à moi, si c'était à moi de faire l'interprétation, est-ce que là, j'aurais réussi dans ce contexte-là à le faire? Et c'est difficile parce que des fois, ça peut être très clair. C'est aussi lié à mon niveau, bien sûr, de japonais, mais des fois, ça peut être très très clair. Je me dis que bon, j'aurais très bien pu faire ce boulot d'interprétation. J'aurais peut-être même fait mieux parce que je connais un peu mieux le contexte en français, etc. Mais il y a des fois, c'est waouh. Je me dis vraiment, elle a du mérite, quoi. C'est quelque chose qui est vraiment difficile. Ah Quand oui. tu as quelque chose qu'il faut comprendre, en fait, ce que la personne essaye de dire, c'est pas juste il y a la partie la langue, mais qu'est-ce que déjà elle essaye de dire dans sa langue, de faire sens de ça, ce qui n'est pas toujours évident, hein, même dans sa langue maternelle, et ensuite d'arriver à transmettre ça le mieux qu'on peut, effectivement, dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle, pour le coup. C'est quelque chose d'assez difficile. Ah oui, c'est bien. En plus, ta copine est japonaise, donc Oui, elle traduit vers une langue qui n'est pas sa langue c'est maternelle. Donc vrai. c'est d'autant plus, C'est dans ce le sens-là, challenge ouais. est Ouais. d'autant plus relevé. Ouais. T'as raison, Ouais. c'est plus Ouais, difficile que... En général, les interprètes font dans l'autre sens, ils font toujours vers leur langue maternelle. C'est le truc qui est le plus comment dire, commun. Ouais, ouais. c'est ça. Pour la traduction aussi, hein. Moi, je fais jamais de traduction du français au japonais. Ouais. Parce que bah, voilà, mon japonais n'est pas assez parfait pour, pour pouvoir que ça rende quelque chose. Ouais. Ouais. On a eu la chance d'avoir une petite masterclass d'interprétation pendant mon cursus de japonais avec une dame qui était interprète au Conseil de l'Europe. Mhm. Et c'était vraiment génial. Enfin, on a pu voir le niveau. En fait, elle nous a expliqué que elle était déjà bilingue japonais-français, quoi. Et en fait, l'école d'interprétation dans laquelle elle est allée, en fait, être bilingue déjà, parler vraiment couramment les deux langues, c'était déjà la base, quoi. Oh. Avant même de commencer le cursus, il fallait, voilà. Et en fait, elle nous expliquait que de passer d'une langue à une autre comme ça, c'est très fatigant pour le cerveau et c'est quelque chose qui s'apprend, enfin vraiment qui n'est pas du tout acquis. Tu peux très bien t'exprimer parfaitement dans les deux langues, mais devoir comme ça passer d'une à l'autre, c'est pas quelque chose que le cerveau a l'habitude de faire s'il n'a pas d'entraînement, quoi. Et donc voilà, et donc elle avait appris, et après elle nous a fait une démonstration, et vraiment on était bluffés, quoi. Elle a dit, bon, en plus d'habitude je travaille dans une cabine, hein, donc avec un micro, un casque insonorisé, et donc elle entend, Ouais. elle entend ce qu'elle doit traduire, mais elle n'entend pas sa propre voix pour pas se faire influencer, en fait, justement. Ah, intéressant. Ouais. Voilà. Et donc elle explique que vraiment tu captes comme ça ce que la personne dit et tu le relargues dans ta langue, mais il faut l'oublier tout de suite parce qu'il faut rien garder en tête parce que sinon c'est comment dire, Sinon, tu t'emmènes. changes de mode et tu t'embrouilles. Ouais, je vois tout à fait. C'est ça. Waouh. Tu changes de Ouais. mode. C'est-à-dire que vraiment tu prends, tu traduis et hop, ça sort de ta bouche et t'oublies. T'es déjà à la phrase suivante, quoi. Et elle nous a fait une démonstration, écoute, on était bluffés. Pourtant, elle n'avait pas de cabine insonorisée ni rien, elle a fait comme ça à l'arrache. Mais elle a demandé à l'un de nous de dire quelque chose, de raconter, je ne sais plus quoi, une anecdote en français. Et en même temps, elle traduisait au fur et à mesure, quoi. Et en sachant qu'en japonais, hein, donc pour les japonisants qui nous écoutent, vous savez que la phrase japonaise, le verbe principal est à la fin de la phrase. Donc normalement, il faut attendre la fin de la phrase pour pouvoir commencer à traduire. Parce que tu ne sais pas si, voilà, si ça se trouve, tout ce qui a été dit jusqu'à présent, ça va être nié. Donc, C'est vrai. du coup, Ouais, voilà. ouais. Et ben elle arrivait, elle trouvait des stratagèmes en fait pour commencer à traduire malgré le fait que la phrase soit pas finie. Waouh. C'est vrai que j'avais même pas pensé à ça, mais ouais, t'as raison. Il y a des choses comme ça. Il te manque vraiment un élément essentiel en fait de la phrase qui n'arrive qu'à la fin en japonais. C'est un très bon point. Waouh. Et ouais, parce que au Conseil de l'Europe, quand ils parlent, des fois c'est des phrases longues, tu peux pas te permettre de garder en mémoire toute une phrase machin. Il faut que tu puisses relarguer ce que tu as entendu dès le début, quoi.
Mais bon, voilà, il y a des pirouettes à faire. Enfin, elle dit ça s'apprend aussi, hein, Ouah, mais super c'est assez intéressant. Ouais, incroyable, quoi. J'avais vu, hein, il y a une vidéo sur YouTube comme ça sur l'interprétation qui était assez bien faite, qui expliquait un peu comment ça fonctionnait. Je mettrai un lien aussi dans la description parce que ça décortiquait un petit peu le fonctionnement, les règles un peu, comment ça fonctionnait. Je crois qu'il y avait une partie qui était justement pour le Parlement européen où ils expliquaient comment ils faisaient, ils se relayaient les uns les autres. Déjà, ils faisaient pas ça Oui, pendant voilà, très ouais, oui, longtemps bien à sûr, chaque ouais. fois. C'était, C'est ça, ouais. un quart d'heure un maximum, hein, ouais, ouais, Ouais. parce que c'est très très C'est, fatigant. c'est un peu comme Ils se un, relayent, ouais, ils sont à deux. c'est un peu comme un sport de haut niveau en fait, hein. C'est un peu comme un sportif de haut niveau qui fait un effort assez incroyable pendant un quart d'heure et puis après il est obligé de se reposer. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Oui, je crois savoir quelle vidéo. Ouais. C'est la vidéo que tu m'avais Je crois que je te envoyée, l'avais là, envoyé, rigoler ouais. maintenant, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, tout à fait. Ouais. Je la mettrai en description parce qu'elle est, Ah elle, ouais. elle est Ah, elle vraiment est chouette. géniale cette vidéo, ouais. Elle est vraiment chouette. Regardez-la, hein. Alors, du coup, je voulais un peu parler aussi de aujourd'hui, comment tu apprends le japonais, parce qu'on a beaucoup parlé évidemment de ton parcours, etc. Maintenant, aujourd'hui, comment est-ce que tu apprends le japonais? Est-ce que tu as des routines particulières? Est-ce que tu as des ressources particulières, des méthodologies? Voilà, comment tu t'y prends aujourd'hui pour pratiquer et progresser éventuellement en japonais? Alors, non, je vais te décevoir, mais malheureusement, il faudrait, hein, il faudrait. Ne faites pas comme moi. Mais j'ai pas de routine vraiment fixée. J'en ai eu pendant longtemps. J'apprenais, j'utilisais Anki Mhm. et voilà, je faisais un deck tous les jours, vraiment assez régulièrement. Euh, mais là, j'ai plus vraiment trop le temps. En fait, ce que je fais, c'est que bah, souvent, en fait, j'apprends maintenant beaucoup en lisant. C'est-à-dire que je Mhm. passe de moins en moins de temps sur Anki Ouais. et j'essaye de multiplier les supports que je lis. Et à force de voir le mot en question, Mhm. ou que j'écoute, hein, bien sûr, que je lis ou que j'écoute. J'écoute toujours des podcasts, des fois des podcasts assez simples, mais comme je les écoute dans un contexte où je les écoute en faisant du sport ou quand je me balade dehors, donc il y a le bruit du Mhm. vent, il y a les passants, enfin, donc c'est un environnement un peu perturbé, donc Mhm. j'essaie d'écouter des choses pas trop compliquées quand même. Donc voilà, j'écoute des podcasts de niveau Ouais. intermédiaire, quoi, mais pas tant pour apprendre de nouvelles choses en fait, que Mhm. plutôt pour voilà, pour garder contact avec la langue, étant donné que je suis en France actuellement. Mhm. Ah oui, c'est ça, c'est une forme Voilà, c'est plus d'immersion pour que ça. tu peux faire effectivement via ces C'est ça, voilà, contenus-là. c'est Ouais, ouais. vraiment de l'immersion, mais pas de l'immersion. Mhm. Bien sûr, hein, des fois, il y a quand même encore quelques mots qui. Tiens, je me dis, tiens, cette expression-là, c'est. Alors, ce que je fais, sur mon portable, je fais une capture d'écran à la minute Hmm. où la phrase est dite, et puis je Ah. recherche quand je rentre chez moi, quoi. Ah, donc tu as quand même un travail un peu d'étude derrière où tu vas, voilà, pas juste écouter passivement, mais ensuite, effectivement, reprendre quelque chose, essayer de retrouver, tiens, qu'est-ce que c'était, rechercher éventuellement dans le dictionnaire. J'imagine après, tu ajoutes peut-être ça dans Anki. Ouais, Pas toujours? normalement oui, mais pas toujours, quoi. Euh, En fait, j'ai remarqué, j'ai changé mon utilisation d'Anki. Avant, j'utilisais Anki un peu pour tout et n'importe quoi. Dès qu'il y avait un mot qui était quand même pas trop inhabituel, quoi que si, même j'ai même mis dans Anki des mots quand je faisais du woofing, j'ai mis des mots vraiment très liés à l'agriculture et tout, enfin des trucs que une personne lambda n'utilise jamais, quoi. Hmm. Et mais en fait, ce que je fais récemment, je trouve que Anki m'est beaucoup plus utile pour la production orale. Oh. C'est-à-dire que je mets seulement les mots que je suis susceptible d'avoir à réemployer Mhm. quand je m'exprime à l'oral. Et alors, du coup, comment tu procèdes? C'est-à-dire que tu as tu dis le mot, tu écoutes l'audio pour vérifier? Comment ça marche? Ouais, en général, ben, grâce à une de tes vidéos, Ah. j'ai pu utiliser l'outil là, qui permet de relier Yomi-chan Et et Anki, du coup, Anki. ouais, ouais. Donc là, tu as tout, hein, normalement, tu as la prononciation, tu as le. Voilà. Après, si je trouve pas la prononciation, ou si c'est par exemple, je veux la prononciation d'une phrase d'exemple, ce que je fais, c'est que j'utilise soit le Immersion Kit, Mhm. c'est un site où sont répertoriés des dramas, des mangas, etc. Et tu peux retrouver Ouais. le mot prononcé en contexte. Ou alors j'utilise Youglish, Oui. euh, voilà, qui est Très bonne une ressource aussi. Ouais, application ouais. qui, comment dire, on peut rechercher par Hmm. sous-titre et après ça te pointe sur le passage où le sous-titre est prononcé. Et alors, sur le format de tes cartes, du coup, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu as sur l'avant des cartes, l'arrière des cartes? Alors, comment ça se passe? Oui, voilà, j'ai un deck avec le mot en kanji. Mhm.
et j'ai un deck avec le mot en français. Et en fait, je fais tourner ces deux decks en cochant une case qui permet que quand il te présente le mot en japonais et que tu dois retrouver le français, il ne te présentera pas dans la même session le mot Ouais. en français que tu dois traduire en japonais, quoi, pour pas influencer l'apprentissage. D'accord. Est-ce que tu as l'audio aussi qui est associé? Par exemple, quand tu vois le mot en japonais, est-ce que tu as l'audio qui est lu quand tu révèles la carte ou pas d'audio? Alors, pendant longtemps, ça n'a pas été le cas, mais depuis que, justement, il y a cet outil-là qui permet en un seul clic de relier Yomi-chan à Anki, je mets l'audio, je mets une phrase d'exemple aussi, et si possible, je mets l'audio de la phrase d'exemple. D'accord, ouais, Ouais. comme ça c'est complet. Et alors donc du coup tu fais de la production, hein, si tu as le mot français et derrière tu essaies de te rappeler du mot japonais, ensuite tu le révèles pour voir finalement si t'as bien dit le mot. Déjà c'est un truc qui est pas facile. Moi c'est vrai que j'ai toujours fait dans Anki dans l'autre sens, donc de la reconnaissance. J'ai fait très 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 peu, peut-être un petit peu, mais j'ai pas fait ça très longtemps de production dans ce sens-là. Alors je serais curieux, comment tu évalues? Est-ce que si tu te rappelles juste du kanji mais pas des furigana est-ce que tu dois te rappeler aussi du kanji pour considérer que ta carte est passée ou pas? C'est quoi ton critère en fait pour dire je valide la carte? Ouais, pendant longtemps, j'ai été très pointilleux. Enfin, dès qu'il y a un moindre truc que je me rappelais pas, ce que je fais aussi, moi, j'aime. Hein, après, je sais que beaucoup de coachs considèrent que c'est pas important, mais moi, j'aime beaucoup l'écriture. Donc, moi, ce que je fais, par exemple, quand je vois le français, j'essaye de prononcer le mot, j'essaye de faire un exemple avec ce mot, et j'écris aussi le kanji à la main, quoi. Hmm. Moi, j'adore l'écriture des kanji. C'est vraiment un truc qui m'a toujours plu. Enfin, l'ordre des traits et tout, j'ai appris ça à la fac. Hein. C'est aussi en première année, on apprenait tout. On avait des contrôles de kanji et le prof, il détectait tout de suite si tu faisais pas le kanji avec le bon ordre des traits et tout. Ah ouais, tu te faisais taper sur les doigts. Hein. J'ai des souvenirs en cours de collectif de japonais de la prof qui passe dans les rangs en train de nous regarder en train de tracer nos kanji voilà, en essayant d'avoir le bon ordre des traits et nous reprendre. Attention, là c'est pas le bon ordre. Là la forme est un peu, c'est pas tout à fait ça. Fais-le plutôt comme ça. J'ai des souvenirs comme ça aussi. Ouais. Ah oui, oui, oui. Ah mais moi vraiment, l'écriture japonaise, je trouve que c'est magnifique. C'est un truc. D'ailleurs, j'ai une copine japonaise avec qui je fais de la correspondance et je lui demande si possible qu'elle m'envoie des lettres manuscrites parce qu'elle a une écriture magnifique et moi je kiffe lire et écrire le japonais, quoi. En manuscrit. C'est intéressant parce que c'est un truc qui est très polarisé, j'ai l'impression, hein, parmi les apprenants. Certains sont très fans effectivement de l'écriture manuscrite. Je pense par exemple à Gilles aussi de Japonais Naturel, qui adore écrire, Ouais. qui a comment dire, tu sais, le stylo qui fait pinceau, enfin façon pinceau, qui permet de voilà, tracer Ah oui, oui. Ouais. avec du bon matériel. Et il fait ça, voilà, il est à fond là-dedans. Et moi, c'est vrai que typiquement, je suis dans l'autre camp en quelque sorte. À un moment donné, j'ai essayé effectivement d'apprendre avec une application qui s'appelle JA Sensei, que certains utilisent aussi, où tu peux avoir un Anki, un genre de Anki pour les kanji. Et en fait, il fait de la reconnaissance. Donc tu traces ton kanji, et si tu as bien tracé, il considère que tu as passé et que tu connais ton kanji. J'ai utilisé ça pendant pas mal de temps pour apprendre les kanji avant de redécouvrir Remember the Kanji et d'autres méthodes. Et je t'avoue que j'ai un peu saturé. C'est-à-dire qu'il fallait, chaque kanji, il fallait que je le trace peut-être 25 fois parce qu'il y avait les répétitions à chaque fois du même kanji. J'avais mal au pouce à la fin, j'avais mal au doigt. Ah oui, oui, d'accord. Et ça m'a un peu. Bon, en fait, j'ai jamais été. Ça m'a jamais. Comment dire, particulièrement, tu vois. J'ai jamais apprécié vraiment de faire le tracé des kanji. Mais je pense que c'est aussi une question de, voilà, simplement de tempérament, de passion, de hobby. On peut aimer effectivement la calligraphie japonaise vraiment juste pour le hobby et aimer ce truc-là. Moi, c'est vrai que j'ai toujours essayé, alors, j'ai plutôt évité dans mon apprentissage d'avoir à tracer. J'ai trouvé des raccourcis pour apprendre à reconnaître les kanji sans forcément avoir à les tracer. Tout en connaissant quand même, bien sûr, comme tu dis, les règles de tracé sont très importantes. Je considère que même si on ne va pas chercher à savoir, à pratiquer le tracé des kanji, il faut à minimum connaître les règles de traçage, s'entraîner à tracer peut-être une cinquantaine de kanji au début pour voilà, se familiariser avec les règles, être sûr que si on te donne un nouveau kanji que tu n'as pas forcément pratiqué en tracé, tu sois capable de le tracer correctement ou presque correctement, mais voilà, qu'un japonais puisse comprendre ce que tu as essayé de faire avec le tracé, quoi.
Ouais, ça vient assez vite, hein. Oui, Je pense qu'au bout de ma première année de fac, dès que je voyais un nouveau kanji que j'avais jamais tracé, je savais dans quel ordre le ouais. tracer et tout, quoi. Hmm, J'avais juste à me rappeler enfin, à quoi il ressemble. Mais ouais. au niveau de l'ordre des traits et tout, c'est des règles assez basiques et Hmm. que tu assimiles vite, quoi. Ouais, après, il y a aussi une justification des gens qui sont, voilà, qui font le tracé et qui pratiquent avec le tracé. C'est pour la mémorisation. Pour certaines personnes, ça les aide en fait à mémoriser. Ils mémorisent mieux les kanji. Ouais, moi je suis assez kinesthésique, comme on dit, c'est-à-dire apprentissage par l'expérience, Hmm, enfin, par le ouais. vraiment mettre les mains dans le cambouis, ouais. Ouais, c'est vrai que ça me réussit assez bien. Et puis aussi, ce qu'on nous disait à la fac, c'est que à l'époque, il y avait que des dictionnaires papier, quoi. Euh, Enfin, pour chercher un mot, c'était le Kanji Tokana ou le New Nelson. Voilà, s'il y a des anciens qui nous écoutent, ça leur rappellera des souvenirs. Pour chercher dans ces dictionnaires-là, tu devais absolument connaître, déjà savoir quelle est la clé du Hmm, kanji, ouais. et puis connaître le nombre de traits total du kanji. Hmm, Et si tu sais pas le tracer, tu sais pas que par exemple, il y a certains traits, on dirait que c'est deux traits, et en fait c'est qu'un seul trait. hmm. Et du coup, tu cherches le mauvais nombre de traits et tu trouves pas le kanji, quoi. C'est vrai, ouais, ouais, Donc ouais. c'est vrai que maintenant avec Internet et tout est en ligne, et il suffit de passer Yomi-chan sur le kanji pour avoir la lecture et tout et même la traduction, Hmm, mais à l'époque, il fallait vraiment connaître le hmm, tracé pour pouvoir chercher dans le dictionnaire. ouais. Au bout de ma première année, une copine du Japon m'avait ramené mon premier dictionnaire électronique. Oh punaise, ça aussi, ça a été la liberté. Enfin, j'avais que le kanji tokana, t'imagines, avec ses Ah 11 oui. 000 mots de vocabulaire maxi. Et puis bon, le New Nelson, mais c'était en anglais, et puis Hmm, c'était pas pratique à chercher. Et là, j'avais ce truc. Ben, là, pareil, pour chercher dans le. Même si, par exemple, tu as la palette graphique, là, pas la mhm. palette graphique, mais Truc le tactile, ouais. stylet, Ouais, quoi, solide, pour ouais. chercher le kanji, voilà. Et ben, si tu le dessines pas dans le bon ordre, il le trouve pas, hein. Hmm. Ça, c'est à tous les coups, hein. Du coup, voilà. Ah, intéressant. Si ça servait à cette époque-là, c'était Ouais. en tout cas très utile de savoir écrire à la main, quoi. Oui, après, je pense aussi, alors, c'est pas forcément un truc qui va arriver souvent, et voilà, dites pas que vous avez besoin de savoir le faire, mais si par exemple tu vas signer dans le sens faire le signe tu vois, dans les airs où tu montres comme ça le geste d'un kanji, à un japonais pour dire de quel kanji tu parles, si tu n'es pas dans le bon ordre des traits, tu fais n'importe comment, il va juste pas comprendre. Ça ne marchera juste pas. Donc il y a des situations quand même où ça peut, voilà, ça peut être utile d'avoir le bon ordre des traits. Y Bah compris oui. dans des conversations où à un moment donné il y a un truc qui est pas clair, il y a une ambiguïté et ça arrive voilà, de signer, ah oui c'est ce kanji là, enfin, juste ou dire bah, mon nom s'écrit comment avec ça, ah c'est ce kanji là, C'est ça, ouais. euh, Ouais. ça peut Avec la servir. clé de ça, ouais. Ou avec la clé, voilà, ouais, ouais. Mais même pour la petite anecdote, hein, il m'est arrivé un truc assez catastrophique. J'ai perdu mon sac à dos. J'ai perdu un sac à dos avec 8 billets de 10 000 yens, donc ouais, 80 000 Ah yens oui, dedans. Au moment de partir, au moment d'aller à l'aéroport pour rentrer en France. ouch, ah oui. Et en fait, j'avais un pote japonais qui était sur place et il m'a dit, bah écoute, ce que je fais, voilà quoi, tu fais le signalement. J'ai un peu alpagué deux policiers qui étaient à l'aéroport et je leur ai expliqué la situation. Et ils m'ont dit, bah, vous nous faites une déclaration, machin, que vous avez perdu, et puis on l'enverra à votre ami, quoi. Hmm, Enfin, ah oui. et du coup, là, j'ai dû en catastrophe, j'étais à l'aéroport, mon avion partait dans 2 heures, et j'ai dû écrire machin, je sous-signé et oublier machin. Ben, heureusement, là, j'ai remercié de pouvoir écrire en kanji, et puis avec l'ordre des traits et tout, parce que sans avoir trop à réfléchir, parce que là, il fallait absolument écrire à la main et rapidement, et voilà quoi. Donc voilà, il y a effectivement des situations, heureusement, heureusement elles sont pas fréquentes, tant mieux, mais Voilà. ouais, ça, effectivement ça peut servir parfois, savoir écrire un minimum de C'est bien manière d'écrire sur manuscrite, l'ordi, ouais. mais des fois, Ouais, écrire manuscrit, c'est pas mal aussi. c'est vrai, ouais. Ouais. Et je voulais te demander aussi sur l'apprentissage du japonais, est-ce que tu as comment dire, un défi particulier, quelque chose qui t'a posé le plus problème dans ton apprentissage? Qu'est-ce qui a été compliqué pour toi? Ouais, donc ouais, m'exprimer de manière fluide, Hmm, ça j'en ai parlé, hein, trouver la bonne tournure de phrases, et ça aujourd'hui encore, ça ouais. c'est vraiment un truc qui m'exaspère. Je pense que j'ai perdu depuis que je suis revenu en France.
trouver en fait une façon simple de dire ce que je veux exprimer en japonais, Ah oui, ouais, ouais. sans avoir à traduire du français. Parce que Hmm. si tu traduis du français, tu te lances dans des expressions abracadabrantesques. Hmm. Ouais. Donc ouais, exprimer avec des mots simples ce que tu veux Hmm, dire. hmm, Ça hmm. c'est toujours ça a été un gros défi et c'est toujours un défi aujourd'hui parfois. Et ça, c'est vrai que... Ça va un peu mieux depuis que j'écoute des podcasts. Ça aide beaucoup, hein. Hmm. Il y a quand même des enseignants qui arrivent à exprimer quasiment tout ce que tu veux dire, mais avec des mots super simples. Pas besoin de se prendre la tête avec des Hmm. expressions alambiquées. Euh, Ouais, ouais, non, effectivement, c'est vrai que pour moi aussi, c'est un peu un défi hein, d'arriver à faire sortir la langue de manière naturelle. Parce que si tu passes en mode traduction depuis le français, tu sais que ça sera... Bah, il y a beaucoup de chances en fait que déjà ça sera pas naturel, mais que ça soit même faux en fait. Que tu fasses des erreurs aussi grammaticales. J'ai vraiment la conviction que ouais. quand tu le penses pas, tu l'intellectualises pas, mais tu sors quelque chose qui est en fait un espèce de patchwork de ce que tu as entendu en japonais, qui est fait une façon de récupérer des trucs que tu as entendus et donc tu sais qu'ils sont corrects et tu les remets ensemble. C'est que comme ça en fait que tu fais des phrases à la fois naturelles et aussi grammaticalement correctes hein, finalement. Je pense que c'est assez important et c'est très lié effectivement à la pratique, au fait d'avoir les occasions de pratiquer, y compris en parlant toi, voilà, en pouvant t'exprimer régulièrement. Je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut arriver à avoir de la fluidité et un naturel dans la manière de s'exprimer. Et d'ailleurs, c'est un peu la même chose. Je fais un peu le parallèle avec la musique. Hmm. J'ai longtemps galéré pour comprendre ce que c'était, enfin, pour arriver. Je me dis comment les gens ils font pour improviser, je sais pas, à la guitare ou etc. Et en fait, finalement, j'ai compris, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre qu'en fait, il n'y a pas d'improvisation, entre guillemets. Enfin, toute l'improvisation, c'est ce qu'ils ont entendu et expérimenté, qu'ils ont dans les doigts, parce ils l'ont joué plein de fois, Hmm. pas forcément dans le même ordre et tout ça, mais voilà, c'est juste on reprend toujours des bouts de choses qu'on a assimilées, quoi. C'est un Donc, très bon d'où parallèle, ouais. l'importance de... C'est Ouais, c'est effectivement une très bonne image. Ouais, 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 c'est comme ça. Ça sort pas de nulle part. Voilà. L'improvisation, quelqu'un qui c'est improvise ça bien, sort pas de nulle part. c'est Ouais, pas, on il n'invente s'est pas, pas réveillé avec une super idée. Ah tiens, je vais jouer un solo comme ça. Non, 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 ça marche pas comme ça. c'est ça, c'est Donc ça. ouais, pratiquer du coup, effectivement, pour pas jusqu'au moment où ça va devenir naturel. Voilà. Ça va devenir naturel à un moment donné, à force de pratiquer, tout simplement. Voilà, on pratique et puis jusqu'à ce que ça rentre dans l'inconscient en fait. Hmm. On a tellement Ouais. pratiqué, on l'a dans les doigts pour la guitare Hmm, et hmm. on l'a dans la bouche presque, dans les Dans les muscles de lèvres la ou la bouche. bouche Ouais, pour le japonais. Ouais, 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 c'est ça. tout à fait. Alors j'ai une avant-dernière question qui était sur, en dehors de la langue en fait, comment ton expérience de la langue japonaise, mais aussi de la culture japonaise, les voyages que tu as pu faire, comment ça t'a affecté dans ta vie potentiellement aussi personnelle, dans ta façon d'être? Est-ce que tu as des commentaires là-dessus? Moi c'est quelque chose, en tout cas personnellement, je pense que la culture japonaise ajoute quand même aussi sur ma façon d'être et la façon dont je vis au quotidien. Qu'est-ce qu'il en est pour toi? Vraiment, le japonais, c'est vraiment un des grands axes de ma vie. En fait, c'est quelque chose qui me structure parce que finalement, une des rares choses que je fais depuis maintenant 20 ans Hmm. et que j'ai toujours fait voilà, avec plus ou moins de sérieux, en y consacrant plus ou moins de temps, mais voilà, quelque chose, une sorte de colonne Hmm. vertébrale qui a guidé ma vie et qui, je pense, voilà, maintenant, on a besoin toujours de se raccrocher à quelque chose, quoi, une sorte de continuité, quoi. Mhm. Et le japonais, c'est l'étude du japonais. Hmm. Ouais, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait depuis longtemps et que je continuerai à faire. Donc ça, C'est intéressant parce que pour d'autres, ça serait par exemple un instrument de musique ou un hobby, ou voilà, quelque chose qui pratique depuis longtemps. Mais c'est vrai qu'une langue aussi et un rapport avec une certaine culture, ça fait ça aussi, hein. Ouais, ouais. En vérité, la guitare, c'est pareil, hein. La guitare, c'est Hmm. ma deuxième colonne vertébrale. J'en fais depuis l'adolescence et j'ai toujours plus ou moins continué voilà, jusqu'à présent. Donc ouais, ça c'est aussi quelque chose. Hmm. Moi, je suis assez fan enfin voilà, de développement personnel, enfin le fait de progresser dans quelque chose comme ça. Je trouve que c'est super exaltant, quoi. Parfois, on voit l'apprentissage du japonais comme un truc. On se dit, waouh, c'est super dur, ça me prend des années. Et beaucoup de gens sont découragés en sachant que ça va leur prendre des années. Et ce que tu dis, c'est un peu le contraire finalement. Il y a de la valeur, il y a quelque chose de beau aussi dans le fait d'avoir cette continuité, quelque chose qui va s'étaler Ouais, sur toute ta vie en fait, qui va faire partie de ta vie. Bon, même si t'as pas un niveau incroyable, bah ça va là,
ça te fait du bien de faire du japonais, de lire du japonais. C'est ça. C'est structurant pour toi. C'est vrai que c'est un peu le pendant positif, le sentiment négatif que certaines personnes peuvent avoir en se disant oh là, ça va me prendre des années avant d'arriver à un niveau potable, quoi. C'est ça, ouais. C'est soit tu veux arriver au sommet de la montagne, ou soit tu apprécies Ouais, de cheminer, de faire des détours. complètement, Ouais, complètement. ouais, c'est sûr, hein. Ouais. Et c'est Moi, pas, c'est ouais. vrai que je suis plutôt dans la deuxième catégorie, ouais. Ouais. Voilà, et c'est pas c'est comment dire, faut pas partir dans l'idée que ça va être un truc comme un sprint où tu vas aller directement jusqu'à ton objectif. La vie fait que on a parfois, pas comme tu disais, voilà, on fait un voyage, on rentre, il y a d'autres choses, on peut pas forcément repartir. On a d'autres choses dans notre vie, un boulot, etc., qui nous prennent du temps. Donc beaucoup de gens parfois arrêtent le japonais et se lamentent en disant ah, si seulement j'avais continué, si j'avais fait, voilà, j'étais à fond sur le japonais, peut-être j'aurais réussi à avoir un niveau. En réalité, je pense que ça marche pas trop comme ça. Enfin, c'est jamais perdu en fait, c'est jamais perdu et c'est même finalement si tu te sers pas du japonais après l'avoir appris pendant un certain temps, c'est tellement enrichissant. En fait, t'apprends tellement de choses, c'est tellement passionnant. Et oui, comme tu disais, pour le développement personnel aussi, je trouve qu'il n'y a pas de mauvaise. Même si on s'arrête d'apprendre le japonais, finalement, c'est toujours quelque chose de bien, c'est quelque chose toujours de bon qu'on a pris pour soi. Et c'est pas, faut pas le voir comme une défaite en fait. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas un aveu d'échec. Si à un moment donné on se dit bon bah là j'ai plus le temps, j'arrête un peu, bon je sais pas trop où je vais avec ça. Faut le voir aussi positivement et voilà. Certaines personnes arrêtent le japonais et c'est malheureux, mais c'est comme ça, c'est la vie. On ne choisit pas forcément toujours, voilà. Et c'est difficile aussi comme langue. Mais il y a toujours du bon, il y a toujours du positif dans cette expérience-là qu'on a pu faire. Ouais. Mais sur ce point, justement, aussi, ce qui m'a fait continuer le japonais et tout, c'est que je me dis, avec toutes ces années que j'ai investies là-dedans, tu vois, euh, j'ai, voilà, je me dis, ce serait quand même bête d'arrêter. Oui. Je sais que j'ai renoué contact avec un ancien collègue de deuxième année de japonais, et lui, il est passé vraiment complètement à autre chose. Mais quand on a reparlé ensemble et tout, il me dit, ah ouais, quand même, je regrette de ne pas avoir persévéré et tout. Hmm. Enfin, c'est bien que tu aies continué. Oui, parce que finalement, même si par exemple, tu en fais moins, quelque part, mentalement, tu es toujours dans une perspective de progresser en japonais. Effectivement, tu as raison, c'est juste un état d'esprit en fait. Est-ce que je suis voilà, le japonais, ça fait partie de ma vie. Apprendre le japonais, ça fait partie de ce que je fais. Même si t'as pas forcément l'occasion d'y consacrer beaucoup de temps ou que c'est pas très actif comme apprentissage, t'as pas renoncé. L'important, c'est de pas renoncer, de se dire bon voilà, c'est là, j'ai appris des choses. Peut-être dans 3 mois, dans un an, j'aurai plus de temps, je vais m'y remettre, etc. Mais c'est au moins t'as pas, c'est ça, t'as pas abandonné en quelque sorte. T'as pas tiré un trait dessus quoi. Ah, cela dit, quand même, d'un point de vue professionnel, j'aurais préféré, maintenant rétrospectivement, un peu Hmm. me bouger et me lancer plus tôt, quoi. Parce qu'il voilà, il y a plein de traducteurs professionnels au niveau du manga qui se sont lancés, en fait, les générations, ce qu'on appelle la Hmm. génération dorée. Ouais. Moi, j'étais un tout petit peu après, mais quelques années plus tard, quoi. Misato Rayard, Sylvain Cholet, Hmm. Thibaut Desbief, tous ces gens-là qui sont vraiment, qui maintenant traduisent vraiment les grands mangas, les best-sellers de tout ça. C'est des gens qui se sont lancés à une époque où j'aurais pu me lancer peut-être à quelques années d'écart, 2-3 ans d'écart, quoi. Hmm. Et bon, voilà, mieux vaut tard que Ouais. jamais, hein, mais là, me lancer en 2023, c'est un peu dommage, quoi. Ouais, puis j'imagine que c'est très compétitif aussi. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient faire ça. Et c'est pas facile déjà comme boulot. Et pour le faire bien, il faut beaucoup de temps et de dédication. Ouais. C'est ça. Disons qu'à cette époque, les éditeurs embauchaient plus facilement parce qu'il y avait moins de monde sur le marché, quoi. Ouais, c'est sûr. Forcément. Ouais, maintenant, c'est plus compliqué. Vu la mode des mangas et du Japon qui ne cesse de grossir. Ouais, ouais, Et les salaires étaient plus élevés aussi. effectivement. Ça, c'était. Ouais. On a perdu au moins 20 à 30% Ah oui. de rémunération pour le même volume. Ouais. Donc, faut vraiment faire ça par passion, quoi, Ouais. pas par Ah appât oui, du hein, gain. c'est sûr. Et alors pour terminer, du coup, je voulais te demander un petit conseil, quelque chose que tu peux donner à tes kohai, aux gens qui commencent à apprendre le japonais ou qui ça fait déjà un petit peu de temps qu'ils apprennent. Peut-être ils ont du mal à percer au niveau intermédiaire, ils trouvent que c'est difficile. Qu'est-ce que tu peux leur transmettre comme conseil ou recommandation pour eux? Ne faites pas comme moi. Non. Euh, non, plus sérieusement, ouais, de définir en fait son objectif. Ça, je pense, c'est pas que pour le japonais, hein, Hmm. mais c'est vraiment super important, quoi. Ça aide vraiment de savoir quand on sait où est-ce qu'on veut aller. Ça aide
beaucoup à la motivation. Euh, et puis moi, peut-être je conseillerais de fixer deux objectifs en fait. Mhm. Un à court terme, assez court terme, et un à plus long terme. Celui à court terme pour que ce soit réalisable, quoi, pour pas qu'on ait Mhm. l'impression de ramer, et qu'on n'arrive jamais au bout. Et l'objectif à long terme, c'est plus en fait une direction, quoi. Mhm. Se dire que quand on aura réussi le premier objectif, ben c'est pas fini, quoi. Il y a encore, voilà, il y a encore plus grand à viser, quoi. Donc bon, voilà, c'est assez basique hein, comme conseil, mais Non, mais je c'est pense que important. c'est vraiment important. C'est important. Du reste, je pense que beaucoup de gens se lancent un peu dans l'apprentissage du japonais sans forcément avoir un objectif très clair. Et à la limite, c'est ok, hein. Des gens vont faire ça un peu parce que ça a l'air marrant, ils testent. Mais pour progresser sérieusement, c'est vrai que si on n'est pas clair sur l'objectif, sur le véritable objectif qu'on a, c'est dur d'orienter, je trouve, son apprentissage. Selon que tu veux parler, selon que tu veux être capable de lire un manga, que tu veux être capable de comprendre un drama, tu vas pas forcément prendre les mêmes chemins. Ou par exemple, si tu veux juste partir en voyage et savoir dire trois phrases, il y a des choses que tu vas pas t'embêter avec plein de choses. Tu vas pas prendre les kanji typiquement. Et donc c'est vrai que c'est très dépendant. Le chemin, on va dire optimal, si tant est que ça existe, est très très dépendant de l'objectif. Et plus tu es clair sur ton objectif, plus tu arrives à le décrire précisément, plus ça va t'aider à te réorienter aussi. Par exemple, quand tu es un peu, bon, tu sais pas trop quelles ressources faire, est-ce que je fais plus de ça, c'est très très utile pour orienter. Et comme tu disais, avoir l'objectif un peu plus court terme, parce on a besoin, je veux dire, psychologiquement, d'avoir des petits objectifs, des petits achievements pour se dire ça c'est bon, je suis arrivé à faire ça, j'ai appris les katakana, j'ai appris les hiragana, j'ai appris 50 kanji, etc. Psychologiquement, c'est fondamental en fait pour pas se perdre. Et tout en ayant cet objectif, effectivement, comme tu disais, cette direction à plus long terme, se dire voilà, pourquoi j'apprends le japonais, et ça peut changer. Potentiellement, hein, ça peut changer au cours de la vie. Voilà, ça peut changer, bien sûr, hein. Rien n'est C'est figé, rien n'est hein. figé, ouais. Mais Oui, tout il à faut le fait. savoir. À un instant T, c'est bien de le clarifier, de réfléchir et de le savoir pour soi-même quel objectif on vise. Ouais, ouais, c'est un très bon point. Voilà. Après, l'autre conseil, ben, c'est justement ce dont tu parlais, d'avoir une routine. Je pense que c'est, même si moi-même je m'y suis pas toujours tenu, mais Hmm. c'est plus par, ouais. Enfin, je pense que c'est vraiment bien d'avoir quelque chose que tu fais régulièrement. Voilà, peut-être lire un petit article simplifié Mhm. sur la NHK là, c'est ça. Ouais, le Easy News Ou écouter un NHK. Ouais. podcast, ou voilà, Easy News, ouais, Hmm. voilà, ou d'écouter un podcast. Pour les débutants au niveau podcast, je conseille Noriko Sensei, Oui, effectivement, c'est un bon ouais, podcast. Ouais. c'est très court, c'est assez court comme, Hmm. ouais, comme format, et elle parle vraiment posément, et voilà quoi. Elle part pas trop dans des trucs à droite à gauche. Ah ouais, est-ce que tu as des ressources en particulier, du matériel en particulier à recommander? Mais au niveau de l'oral, c'est Hmm. japanese101.com. Alors, à la base, c'est un site payant, mais je suppose, je pense que ça n'a pas changé depuis l'époque où je le faisais. En fait, on peut ruser, on peut s'abonner. En fait, au début, on dit qu'on n'est pas intéressé, et ils te proposent un abonnement premium d'un mois pour 1 euro. À l'époque, c'était comme ça. Ah, pas mal. Et en fait, avec cet abonnement premium, tu payes 1 euro et tu peux télécharger comme un sauvage tous les podcasts. En sachant qu'il y en a plusieurs centaines, hein. Donc Ouais. il y a vraiment de quoi faire, hein. Et moi, c'est ce que j'ai fait, et je les ai dévorés, ces podcasts. Alors, pas ceux pour tout débutant. Ça commence vraiment avec le podcast, c'est 2 phrases et il décortique. Enfin, c'est vraiment bien fait, quoi. Et puis jusqu'à un peu comme les podcasts qu'on peut entendre, Noriko Hmm. Sensei ou Yu Yu Sensei, Hmm. qui sont des podcasts où une personne parle toute seule d'un sujet, et voilà. Là, c'est plutôt le niveau intermédiaire Déjà, ouais, supérieur, ouais, quoi. ouais. Ouais, c'est une bonne recommandation que j'ai jamais. Alors, je l'ai testé effectivement moi, mais c'est un truc que j'ai pas encore, comment dire, j'ai pas fait de test vidéo sur la chaîne, et c'est dans mes vidéos à faire effectivement, ouais. Podcast 101, et qui est assez marrant parce que ça fait très. Quand tu vois des pubs pour ça, tu regardes les vidéos YouTube, tu as l'impression que c'est un truc un peu, bon, une qualité douteuse. Ça vend pas forcément du rêve. Alors qu'en réalité, et pour avoir testé un petit peu effectivement les premiers podcasts, enfin un certain nombre de podcasts, franchement, ouais, ils sont bien efficaces. C'est pas si cher que ça avec l'astuce que tu donnes effectivement. C'est voilà, c'est assez abordable. C'est une bonne ressource, ouais. C'est une bonne ressource.
Ouais, c'est vrai que bon, c'est un Américain qui est marié avec une Japonaise, mais il est très, c'est vraiment le merchandising à l'américaine, quoi, avec promotion. Surtout, oui, si vous vous abonnez, prenez une adresse mail que vous n'utilisez pas généralement parce qu'ils vont vous abreuver de news et de notifs et de trucs comme ça. Donc, c'est vrai que c'est assez chiant, ouais, le côté marketing comme ça. Mais le contenu est vraiment, vraiment bien, quoi. Enfin, je trouve. En sachant qu'en plus donc il y a le petit podcast, il y a une explication. Bon, oui, j'ai oublié un détail, il faut quand même comprendre l'anglais. C'est de l'anglais très très facile, hein. Vraiment, moi qui suis une brêle en anglais, c'est les explications. Mais donc après le dialogue, il y a une interaction en fait entre une japonaise et un anglais qui apprend le japonais, quoi. Et donc ils expliquent, ils décortiquent le texte. Et il y a un petit point de grammaire à la fin. Et en plus, il y a un PDF qui va avec. Donc vraiment, on a tout pour apprendre. On a autant l'oral que l'écrit finalement, parce qu'on a la retranscription en kanji, en hiragana et même en romaji. Pour ceux qui veulent, même si c'est pas conseillé. C'est pas recommandé, attention. Voilà, hein. Vous avez suivi une des dernières vidéos de Itsupera, pas de romaji. Mais oui, c'est très Donc complet voilà. aussi, ouais. C'est un bon point. Donc, ouais. Je le mettrai dans Ouais, ouais, dans les c'est. liens, dans la description, parce que c'est une ressource qui gagne à être connue. Ouais. Et donc, du coup, on arrive à la fin de cette interview. Merci beaucoup, Laurent, pour ton témoignage, ton expérience, effectivement, en tant que senpai de l'apprentissage du japonais. C'était très intéressant sur plein de sujets. On a parlé vraiment de plein de choses différentes, entre les expériences au Japon, la fauconnerie à l'époque Edo, la fac de japonais, vraiment toutes sortes de sujets. Très cool, et donc je suis très content d'avoir pu inaugurer ce format avec toi. J'espère que du coup il y aura d'autres épisodes aussi qui vont pouvoir suivre. Ouais, bah, je te remercie. En plus, c'était intéressant. Tu as donné aussi un peu de ton expérience en parallèle. Et Hmm, étant donné qu'on a eu des parcours assez différents c'est au vrai. niveau de l'apprentissage, Ouais. j'ai aussi appris des choses. Donc, Ah bah super, merci à toi. génial. Et bah si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à le liker, aussi à vous abonner à la chaîne hein, si c'est pas déjà fait. C'est important pour moi pour que l'algorithme YouTube me recommande à d'autres personnes qui apprennent le japonais. Et voilà, je vous donne rendez-vous bientôt pour des prochaines vidéos. Mata kondo!